Bonjour Dominique et Sophie, je suis contente de vous revoir parce que j'ai plein de questions concernant l'alimentation. Et on a longuement parlé des doshas, Vata, Pitta, Kapha, et je me doute bien qu'au vu des caractéristiques de ces doshas, tout le monde n'est pas forcément attiré par les mêmes aliments ou n'a pas les mêmes appétences pour les mêmes aliments. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ça? Bah, oui, c'est clair, on sait bien, hein, quand on mange en famille ou en groupe, on n'a pas tous les mêmes désirs. La question, ça pourrait être, est-ce qu'on a envie des choses qui nous conviennent ou est-ce qu'on a envie de choses qui nous conviennent pas? Hmm. Ça, c'était une de Euh, mes questions aussi. Est-ce qu'on est attiré ouais. naturellement par les choses qui nous font du bien ou est-ce qu'on est naturellement attiré par les choses qui vont aggraver nos déséquilibres? Donc là, moi, je répondrais, ça dépend. Si on est en état d'équilibre, on a envie de ce qui nous convient. Si on est en état de déséquilibre, alors là, on a plutôt envie de ce qui nous fait plaisir, de ce dont on a l'habitude, par exemple. Et c'est pas toujours, ou quelquefois même pas souvent, ce qui nous convient vraiment. Mais pour une personne qui a ses doshas en équilibre, par exemple, qui est en prédominance vata, quand elle est en équilibre, vers quoi elle va naturellement aller ou qu'est-ce qui peut, enfin, en tout cas, qui peut la maintenir en équilibre? Ben, en général, naturellement, elle va avoir envie de manger et de boire chaud. Elle se D'accord. sentira bien mieux avec quelque chose de cuit et quelque chose de chaud. C'est en général la personne qui a beaucoup de vata le reconnaît. Et puis elle va éviter tout ce qui lui donne beaucoup de ballonnement. Donc souvent déjà, même sans connaître l'Ayurveda, elle va vous dire, ah bah tel aliment, ça me convient pas du tout. Par exemple, ce que j'entends souvent, c'est le pain. Hmm. Le pain qui contient de la levure, qui est quand même un aliment sec et qui favorise les ballonnements. Souvent les gens très vata vont me dire, ça me convient pas de manger beaucoup de pain, ça me convient pas de manger de la salade. Bon, c'est pas toujours le cas, hein, mais c'est souvent le cas. Les gens qui ont un vata très haut et qui n'ont pas un pitta trop haut, ils vont assez naturellement quand même être attirés, en tout cas par ce qui est chaud et cuit davantage que par le reste. Et chez un pita dont on sait que bah, il y a l'élément feu, hein, est-ce qu'on va dire que dans ce cas-là, il y aura plutôt des aliments à effet cooling, des choses qui le refroidissent un petit peu? C'est vraiment, ça dépend vraiment du stade. Si la personne Ouais. sort d'une cure de panchakarma, d'une cure ayurvédique, où elle Hmm. a bien purifié sa physiologie, où son esprit est devenu clair, naturellement, la personne ira vers des aliments qui correspondent à sa nature. Si elle est de nature pitta, elle va prendre des aliments effectivement cooling, rafraîchissants, plutôt du cru, hein, c'est le dosha qui a besoin de cru. Donc plutôt du cru et puis des aliments assez quand même qui nourrissent bien, parce que Pitta, en général, a un bon feu digestif. Il a besoin de bien se nourrir, donc plutôt une alimentation un petit peu plus riche et plus dense que chez Avata, par exemple. Et chez un CAFA, par exemple, vous nous avez bien expliqué hein, que la digestion était plus lente, pouvait être plus lente. Est-ce qu'on doit aussi, comme pour les Vata, avoir des aliments bien cuits, déjà, qui seraient déjà pas prédigérés, mais plus faciles à digérer, plus digestes? Peut-être juste avant de passer au kapha, je voulais dire que là on parlait du pitta qui est juste à la suite du panchakarma, mais le pitta qui est bien pitta et qui est en déséquilibre, il va souvent être attiré par ce qui lui convient pas. C'est assez caractéristique. Il va être attiré par ce qui est piquant, ce qui est acide et ce qui est salé. Ce sont D'accord. exactement les trois goûts qu'il faudrait mieux d'éviter. C'est assez classique quand je vois un pita et que je lui commence par lui dire, enfin, quand on parle de l'alimentation, qu'il faut qu'il évite ce qui est très piquant, acide et salé, et que je lui donne des exemples, il me dit, mais c'est exactement ce que j'aime. Ils sont attirés quand même parce qu'il y a du goût, parce qu'il est prononcé, par Hmm. des aliments qui pourraient ne pas lui convenir. Mais quand il est équilibré, comme dit Dominique, à ce moment-là, il va être attiré par quelque chose qui est plus rafraîchissant et qui lui convient en fait mieux. L'exemple typique, c'est en plein été, en pleine chaleur, le Pitta qui va manger une pizza et il va mettre bien sûr la sauce piquante dessus. Donc la tomate qui est acide, le fromage qui fermente, la pâte qui gonfle et qui donne de l'acidité et puis une bonne dose de piment par-dessus. Ça, c'est typique Ouais. d'un déséquilibré qui va continuer à se déséquilibrer. Moi, ça m'intrigue un peu ce pita déséquilibré qui spontanément, mais tu nous en avais déjà parlé, Sophie, je me rappelle très bien, va aller vers les goûts piquants, acides, etc., qui vont majorer son pita. En est-il vrai pour le vata, la personnalité, enfin la personne qui est plus vata et la personne qui est plus kapha, ou ça, c'est assez spécifique du pita? Je le retrouve surtout chez les gens Pitta. Je pense que les Vata vont, vraiment les purement Vata vont vraiment avoir déjà trouvé eux-mêmes ce qui vraiment leur convient pas du tout. Tandis que le Pitta a une nature peut-être un petit peu plus forte. Puis comme je disais tout à l'heure, aime bien les choses un peu prononcées, un peu plus extrêmes et claires. Il va être attiré par.
par des choses qui lui ressemblent. Le kapha, lui, disons, il va être attiré par des choses, s'il est déséquilibré, il va être attiré par ce qui augmente le kapha, c'est-à-dire ce qui est, par exemple, très sucré, très gras. Mais il sent bien que ça lui convient pas. C'est un petit peu là même qu'on pourrait reconnaître si on est en état d'équilibre ou pas. Si on n'est pas en état d'équilibre, c'est assez logique, assez naturel. On est attiré par des choses qui nous font plaisir plus que par des choses qui nous conviennent vraiment. Et donc, un café en équilibre, il va plutôt être attiré par quel type d'aliment alors? Il va avoir du mal à digérer, il va sentir que la digestion est longue, il va se sentir lourd au niveau du tube digestif. Donc, il va chercher à manger moins en quantité. Parce que tout de suite, dès qu'il mange un peu trop en quantité, il se sent pas bien. Parce que pour lui, le feu digestif étant faible, il faut pas des grosses quantités de nourriture. Puis surtout, c'est le repas du soir, il va être plus vigilant. Parce qu'il sait que le soir, il va mal dormir, il va avoir du mal à s'endormir, il va sentir la lourdeur digestive et tout ça. Donc, il a envie de manger léger, un petit potage, un petit truc léger comme ça. Dans tous les cas, il va aller aussi vers le cuit, parce que lui, le cuit et le chaud, ça ça lui fait du bien. Il sent que ça l'allège et que ça passe tout seul. Il va pas trop aimer les crudités. Et justement, par rapport aux crudités, il y a juste un petit point dans le sens de ce que disait Sophie. Des fois, les Vata, par sorte de souci de légèreté, de pureté, ils ont tendance à aller vers les crudités. Enfin, moi, j'en ai un exemple parce que Ouais, je parlais de ouais, quelqu'un à la maison qui a ostéoporose, qui maigrit tout le temps, qui est très anxieuse, etc., et qui mange la moitié de son repas en crudités. Donc, Ouais. ouais, il y en a un certain nombre et je me pose la question quand même si ces personnes-là sont pas des Vata Pitta. Et comme tu dis, toujours le souci d'être léger, pur et d'avoir une belle esthétique. Et des fois, ils rentrent dans un déséquilibre opposé en étant trop strict finalement, en mangeant pas assez de graisse et puis trop de crudité. Et finalement, ils se retrouvent dans un état où leur vata est encore plus encore plus déséquilibré. déséquilibré. Mm. Oui, Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. Et je rebondis sur ce que tu dis, Sophie, à propos de graisse. Alors, si je comprends bien, le vata, il faudrait le nourrir avec des graisses et plutôt oui, le kapha, éviter les aliments grasses, en oui. fait. Tout à fait. Le vata, il faut quand même sa quantité de graisse. Ça ne veut pas forcément dire des graisses déséquilibrées ou en excès. Ça ne veut pas dire forcément manger une raclette tous les 3 jours. Donc les excès de graisse ou les graisses qui sont sous forme de friture sont jamais vraiment conseillés. Mais il faut quand même au quotidien une bonne qualité de graisse et en quantité suffisante. Il ne faut pas manger trop sec. Et souvent les gens dont tu parles, il me semble, Dominique, sont des gens qui font vraiment extrêmement attention au point qu'ils ils n'ont pas assez de graisse, surtout à la saison Vata, qui est la saison hivernale, où on en a besoin davantage Mm. pour se maintenir en équilibre. C'est le mot qui vient, qui me vient, moi, c'est l'onctuosité pour Vata. Mhm. Donc, l'onctuosité. Donc, c'est de l'humide, du gras humide. Ouais, Donc, ouais, tu ouais. as un petit peu de crème fraîche ou, c'est, comme dit Sophie, pas trop en quantité parce que de toute façon, souvent, les Vata, ils n'ont pas non plus un pouvoir digestif très Oui, fort. c'est ce que j'allais dire, Donc, ils parce sont que le vite gras, encombrés. c'est, ouais. Ah ouais, c'est ça. Quelque chose d'assez digeste, en fait, mais pas très sec, en fait, qui Voilà, Voilà, majorerait, c'est surtout il faut ça. quand même ouais, qu'il y ait c'est du ça. liquide, il faut quand même, on peut cuisiner avec le ghee et les épices, qui est une bonne formule pour avoir quelque chose d'onctueux, mais pas trop lourd à digérer. C'est quand même Ouais. plus facile à digérer que du fromage ou du yaourt. Même. Et quand on cuit avec les épices, évidemment, on augmente le feu digestif, donc ça permet justement de pouvoir avoir un peu plus de graisse, le fait de manger un peu plus épicé, sans que ce soit forcément très piquant. D'accord. Il y a quand même une espèce de mode hein, du crudivore. Hein. Le cru, c'est un pitta qui a un très bon feu digestif. C'est ça, c'est ça. Mais Vata et Kapha, il faut cuire. Pour On Vata et oublie. Kapha, on oublie complètement parce que Vata, il est déjà léger par nature et puis si on lui remet du cru, c'est dur à digérer, c'est Mm, froid, donc ça mm. refroidit, ça augmente la qualité de froid de Vata. Et puis chez Kapha, c'est long à digérer le cru. Il n'y a pas la première digestion de la cuisson ou du mûrissement comme les fruits par exemple. Où les fruits quand ils sont bien mûrs, ils ont déjà une première cuisson. Quand on les mange, ben, c'est facile à digérer. Et donc pour Kapha, il faut aussi du cuit, il faut du chaud parce qu'il est froid aussi par nature. On voit certains aliments, on les regarde, puis on se dit ah oui ça va être facile à digérer. Hein. Un Mm. petit plat de légumes cuit à l'étouffée avec des herbes, justement sans trop de matière grasse mais avec des arômes.
Le Kapha, il va regarder ça, il va dire, ouais, ça va bien digérer. Hein, si on rajoute de la crème fraîche, tout de suite, C'est voilà, déjà moins ça facile. passera pas. Pour le CAFA aussi, ce qui convient très bien, ça peut être les lentilles, les soupes de lentilles. Bon, ce qu'on appelle le moong dal, c'est ces lentilles jaunes claires sans peau qui sont très faciles à digérer. Et tout ce qui contient beaucoup de fibres. Et donc, toute cette Ah oui. catégorie des légumineuses convient souvent assez bien au CAFA quand elles sont bien cuites. Et le lait de coco, parce qu'on pourrait dire c'est plus léger, c'est à la fois c'est onctueux pour enfin, du coup le côté onctueux n'irait pas vraiment au café en fait, plutôt au vata alors. Et c'est refroidissant. C'est Tout refroidissant. ce qui est à base de coco est refroidissant. Donc, pour Pita, Ouais. c'est bien. Au Pita, pita, ce serait bien. il peut mettre du lait de coco, de l'eau de coco. Hein. Mais Vata et Kapha, ou C'est- alors vraiment une petite pointe s'ils aiment le goût, quoi. Vraiment histoire Ouais. de se faire plaisir au niveau des goûts. Et on peut aussi D'accord. cuisiner avec si on veut cuisiner avec du lait de coco pour changer, c'est définitivement pas très facile à digérer, moins facile à digérer que du ghee ou même de l'huile d'olive. Mais on peut aussi cuisiner avec des épices, sans Oui. pareil que ce soit trop piquant. Mais le fait de rajouter un petit peu d'épices va rendre le plat avec le lait de coco un peu plus digeste. Mais ça reste quand même plus lourd qu'un plat préparé avec du Ouais. ghee. Mm. Et donc du coup, quelles sont les saveurs qui correspondent à chaque dosha? Bonne question. Hein. C'est comme ça, en fait, que fonctionne l'Ayurveda. Elle regarde les saveurs, et parce qu'en fait, le corps est fait de 6 saveurs. Quand je dis effet, c'est-à-dire que dans le corps, il y a ces 6 saveurs. D'accord? Hein, il y a l'amer, l'astringent, on dit 2 fois le sucré. Moi, j'aime bien dire le doux parce que le mot sucré va pas pour tout. Hein, le riz, par exemple, on pourrait dire sucré, on va plutôt penser que c'est une saveur douce. Et puis, il y a l'acide, il y a le piquant et le salé. Et c'est intéressant parce que si quelqu'un est vata, il a déjà dans son corps beaucoup d'amertume, beaucoup d'astringence et beaucoup le côté piquant chez vata. Donc effectivement, il faut éviter les aliments qui vont apporter cette saveur ou les préparations qui vont apporter cette saveur. Un plat très très épicé, très hot, comme on dit, hein, très très piquant pour vata. Alors on dit oui, ça peut réchauffer un petit peu, oui, mais en petite quantité, et pas très longtemps. Donc, on peut mettre un tout petit peu de gingembre, par exemple, pour Vata, mais vraiment très très vite, faut ralentir parce que Vata va être asséché par les saveurs piquantes. Donc, on va chercher des saveurs douces pour Vata, comme le riz, le blé, tout ça, ça va très bien aller pour Vata. Et puis, on va chercher les saveurs plutôt acidulées, hein, le citron, les yaourts, enfin, toutes les saveurs un petit peu acidulées. Et puis, on Tout va ce qui est salé. saler, c'est le dosha qui peut saler un petit peu plus. D'accord. S'il n'y a pas de problème circulatoire, bien sûr. Hein. Ouais, bien sûr, il n'y a pas d'hypertension connue, en tout cas, enfin, s'il n'y a pas de problème avec le Il y a sel. pas, voilà, il y a pas de problème. Et puis Pita, par contre, à l'inverse, Pita, lui, on va éviter, bien sûr, les pizzas acides, piquantes et salées. Et on va lui réserver quelque chose de plus doux. Mais il faut quand même du goût pour Pita parce qu'il va s'ennuyer. Donc, il Ah, faut quand même des herbes. Il y a des herbes qui vont bien pour Pita. Il y a le cumin, le fenouil. Ouais, Le coriandre, je voulais dire, ouais, la coriandre. qui Donc diminue le ça pita. donne du goût, ça donne du goût et Pita aime bien ça, mais ça va plutôt être cooling, rafraîchissant pour lui. Hein. Et puis les saveurs, tout ce qui est un petit peu amer, les aliments comme les endives, les salades cuites, les légumes verts, tout ça, ça va apaiser le Pita. Et puis on a l'autre saveur, c'est l'astringence. Bon, les artichauts, par exemple, c'est très astringent, les lentilles, c'est astringent. Ça va calmer le Pita. Alors pour ceux et, qui comprennent pas bien le goût astringent, l'exemple, ça peut être la banane pas mûre. On pourrait dire acre. ouais. Avant, on utilisait le terme acre. On a tendance en Ayurveda à utiliser le mot astringent. C'est quelque chose qui vraiment resserre les tissus. Donc voilà, typiquement la banane pas mûre. Et pour les kapha, enfin, je trouve que les caractéristiques souvent elles sont un peu inverses au vata, donc on a l'impression que pour les kapha, au contraire, il faut diminuer le sucré, le salé, l'acide alors. Là, c'est le Exact. contraire du vata. Donc on est exactement à l'opposé. Tout ce qui est plutôt conseillé au vata va être plutôt déconseillé au kapha. Et du coup, pour une personnalité qui est à forte prédominance vata kapha en équilibre et un petit peu de pitta, Ah, bonne c'est question. le drame. On en trouve des Vata Kapha. Et je me souviens, on avait parlé avec Dr Raju, nos maîtres à penser en Ayurveda, et lui, il dit, eh bien, faut aller au milieu. On prend une alimentation de type Pitta. On va Ah chauffer. oui. Hein. On va chauffer, on va mettre des choses qui réchauffent pour faire monter Pitta. En faisant monter Pitta, on fait baisser Vata et Kapha, les deux.
La carotte va bien pour Vata, par exemple, et puis on va mettre peut-être un petit peu de gingembre dedans. Hein. Hmm. On va l'assaisonner un petit peu, on va peut-être mettre un petit peu de verdure aussi, comme ça va équilibrer le kapha. Donc on va trouver quelque chose qui soit intermédiaire, qui aille, D'accord. voilà, qui augmente le feu et qui fait forcément diminuer le froid de Vata et de kapha. En tout cas, le point commun, c'est que c'est pas de cru, quoi, chez ces personnalités Vata Kapha. Je reviens un peu sur cette histoire du cru parce qu'on pourrait opposer un argument de dire oui, mais ceux qui font des smoothies, vous savez, de cru, tout est pré-broyé et donc du coup c'est facile à digérer. Du coup, on peut quand même prendre du cru quand on est Vata ou Kapha. C'est pas si facile que ça à digérer parce que justement c'est cru. Même ceux qui préconisent, ils préconisent de le prendre en relativement petite quantité, puis vraiment le garder un moment dans la bouche comme un aliment qu'on devrait mâcher, pour qu'il D'accord. s'imprègne de la salive. Et je pense D'accord. que quelqu'un qui est vraiment vata, ça va pas lui convenir. Donc il y a une tendance de ce côté-là, mais il faut vraiment voir est-ce que la personne elle est capable de transformer ou est-ce qu'elle se retrouve avec ça lui coupe l'appétit. Finalement, elle va pas bien digérer, ce qui fait qu'à ce moment-là, elle va pas les assimiler ces vitamines, donc ça sert pas à grand-chose. Donc, faut voir un peu comment on se sent après. Si on se sent lourd, que ça coupe l'appétit, qu'on n'a pas faim pendant très longtemps, c'est sûrement pas ce qu'il faut. Je pense qu'il faut quand même un peu une digestion assez pitta, pas mal de feu digestif pour que ce soit vraiment idéal. Donc, en hiver, à la saison Vata, quelqu'un qui est très Vata, Et est-ce qu'on peut dire aussi l'arrivée d'eau importante baisse le feu digestif, ce qui ferait que ce sera encore plus difficile à digérer? Surtout si c'est froid. Si c'est froid, très liquide, ça c'est ce qu'on appelle les théories en alimentation. Hein. Il y a plein de théories. En Ayurveda, c'est comment tu le sens, comment tu le vis. Ça peut être un peu dogmatique aussi, ce côté très théorique, en fait. Ça devient souvent automatique, c'est très juste. Ouais. Et souvent, ce qu'il faut parce qu'ils s'aperçoivent quand même que ça ne digère pas très bien. Et je me souviens d'une dame qui était très spécialisée dans le domaine et puis qui finalement, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle mettait du jus de gingembre dedans. Ah, mais oui, bien sûr. Donc, en fait, elle rajoutait du pouvoir digestif parce qu'elle se rendait compte qu'avec le temps, et moi, j'ai fait l'expérience pour voir, parce que j'aime bien tester. J'ai expérimenté le cru pendant 3-4 mois et j'étais très, très mal au bout de 3-4 mois. Donc, j'ai arrêté complètement. Je me suis dit, non, la théorie ne fonctionne pas. Mais justement, c'est mode, parce qu'il y a quand même des patients qui viennent me voir et qui me disent, moi, je veux manger sainement, je veux manger des légumes, etc. Bon, très bien. Mais qui me disent, j'y vais par smoothie en cure de 10 jours. Il faut vraiment voir quelle est la prédominance du dosha. Si c'est un bon pitta avec un feu d'enfer, pourquoi pas. Mais voilà. si on est en vata ou kapha en hiver, mauvaise idée, quoi. Vaut mieux éviter ça, ou alors le mettre en période peut-être plutôt l'été. Pour quelqu'un qui est vata, qui va avoir un acné en principe un peu plus fort en été, et puis voir si ça va ou pas, comment la personne se sent, puis peut-être commencer par une petite quantité. Après, bon, en Ayurveda, c'est pas vraiment ce qu'on conseille. On va plutôt conseiller, par exemple, un fruit entier qu'un jus de fruits. Alors, pourquoi? Je pense en particulier, c'est en raison des fibres. Alors, on me dira, bon, pendant le smoothie, il y a pas mal de fibres qui passent, parce que les fibres aident à la digestion et ils considèrent qu'un jus, c'est difficile à digérer et qu'un fruit entier, c'est beaucoup plus facile à digérer. Oui, c'est vrai qu'on mâche le fruit quand même plus voilà, longtemps. On le mâche, il y a la mâche, il y a la salive, ça doit jouer. Les jus de fruits sont pas forcément conseillés, sauf si on a évidemment toujours pareil, si on a un feu digestif très fort. On peut se permettre. Et si on part encore sur cette histoire qui est quand même quelque chose qui est demandé par les gens à une alimentation saine, je pense qu'on arrive rapidement sur ce sujet des pesticides. Qu'en dit l'Ayurveda des pesticides et des intrants qu'on rajoute aux cultures? Garavisha. C'est une expression qu'on trouve en Ayurveda. Garavisha, c'est-à-dire c'est l'empoisonnement par les molécules chimiques. Donc respirer sur la peau, absorber par voie buccale. Tout ce qui est non naturel est dangereux pour la physiologie. Donc en Ayurveda, on recommande une alimentation biologique, ça a du sens, hein, locale, parce qu'il pousse localement ce qui est bon pour le type de psychophysiologie du secteur. Dans notre jardin, dans les Vosges, il n'y avait pas de plantes qui favorisaient la circulation, ni de plantes pour le foie. Alors que ma faiblesse, moi, c'est le foie, et mon épouse, c'est la circulation. Entre 6 mois et 1 an après, il y avait du plantain et du sureau. Sureau qui est bon pour le foie, le plantain qui est bon pour la circulation. C'est absolument incroyable. Quand tu vois ça, tu te dis, voilà, effectivement, la nature s'organise pour que
les personnes qui habitent dans cet environnement et ce qu'il faut pour se soigner. Et donc les aliments, c'est local. En Ayurveda, il y a différents types d'alimentation, alimentation pour les végétariens, les carnivores, etc., etc. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et donc on a dit biologique, local, de saison. De saison. Manger des tomates en plein hiver, c'est un non-sens total, quoi. Tu parlais d'alimentation végétarienne, mais qu'en est-il de la viande? Est-ce que vraiment toutes les physiologies n'en ont pas besoin? Est-ce que ça dépend des métiers? Est-ce que ça... Ben, ça dépend aussi un peu des habitudes. Ça peut être une habitude de l'enfance, et c'est très bien décrit en Ayurveda que les choses dont on a l'habitude depuis longtemps, finalement, on les digère relativement bien, même si c'est pas des choses très faciles à digérer. La viande n'est pas considérée comme quelque chose de facile à digérer. Après, il peut y avoir des conditions dans lesquelles la viande est carrément recommandée. Une solution typique, c'est dans les cas d'anémie, par exemple, où il est clairement écrit que des bouillons de poulet, par exemple, peuvent être justifiés. Donc, c'est pas forcément exclu. Il y a des conditions médicales ou de déséquilibre où la viande va être conseillée, mais c'est pas forcément dans l'alimentation de base. Maintenant, si on a l'habitude depuis l'enfance et qu'on n'est pas du tout attiré par être végétarien, on va pas forcément du jour au lendemain devenir végétarien. Je pense qu'on conseillera de toute façon plutôt à quelqu'un qui a envie de changer, d'y aller doucement. Et puis après, bon, mais il y a l'autre aspect mental ou psychologique. En Ayurveda, on a parlé beaucoup des doshas, Vata, Pitta, Kapha, des trois tendances plutôt mentales ou presque spirituelles, Sattva, Raja et Tamas. On en a parlé dans une des sessions. Tout ce qui est, on va dire, support de vie, ils disent, c'est-à-dire qui va vraiment soutenir la vie au sens concret du terme, donc favoriser la bonne santé. Mentale, physique et émotionnelle, ça va plutôt être une alimentation où il n'y a pas de produits qui sont en train de se dégrader. D'accord. Malheureusement, la viande, en particulier la viande qu'on trouve aujourd'hui, qui est restée pendant des semaines ou plus dans des magasins, ça fait bien longtemps que l'animal elle est mort, elle est en voie de dégradation, donc elle n'est pas sattvique, pas support de vie. Donc ça va plutôt être dans la catégorie opposée, c'est à l'inverse du support de la vie. Donc ça dépend si on regarde au niveau nutritif, protéines et tout ça, on se dit bon, un petit peu de viande, ce serait peut-être pas mal. Tout en sachant que si vraiment on cherche à avoir une vie plus spirituelle, par exemple, mieux une alimentation végétarienne. Souvent d'ailleurs dans les monastères, etc., il y a eu beaucoup de groupes qui mangeaient végétarien. Donc ça correspond un petit peu à ce que dit l'Ayurveda, c'est que tout ce qui est en voie de dégradation, et on y met aussi le fromage, les champignons, les choses comme ça, sont plutôt des choses qui se dégradent facilement ou qui sont déjà dégradées, donc qui vont pas être vraiment idéales pour la santé et surtout la santé psycho-émotionnelle. Et les personnes qui effectuent une activité physique très importante. Dans l'Ayurveda, il y a cette idée de catégorie de personnes en fonction de l'activité. Les gens qui tranchent, c'est comme ça qu'on les nomme, hein, le côté kshatriya, les gens qui tranchent, c'est-à-dire le bûcheron, le dentiste, le chirurgien, le guerrier, voilà. Ce sont des personnes qui ont besoin d'une énergie beaucoup plus de feu. Et à ce moment-là, dans leur alimentation, il y a la viande. Mais on parle pas d'une viande qui a passé 15 jours dans un réfrigérateur. On parle d'une viande qui est comme un légume, qui est fraîchement cueilli. Eh bien, on a la même chose pour la viande, c'est-à-dire qu'elle est mangée immédiatement. Et à ce moment-là, on a encore du prana. Il y a encore de l'énergie de vie dedans. Donc, en Ayurveda, c'est toujours, que ce soit viande ou pas viande, il y a des listes incroyables. Description de la viande, le migras, c'est-à-dire l'antilope qui vient du marais, celle qui vient de la forêt, celle qui vient et pourquoi cette viande-là est meilleure pour telle personne ou pour tel niveau de santé, etc. Donc, c'est très, très précis. C'est tout détaillé comme ça. Les brahmanes, c'est-à-dire les gens qui sont dans l'éducation, hein, l'éducation, la connaissance et tout ça, en Inde, ne mangent pas de viande pour maintenir un certain niveau de clarté de l'esprit, de clarté de l'intellect. Ils sont végétariens. Mais le médecin, s'il y a effectivement anémie ou des problèmes de sang ou des problèmes de muscles, il va cacher la viande dans un brouet c'est-à-dire un mélange avec des légumes et des farines, etc.,
pour qu'ils puissent quand même manger des protéines pour restructurer les muscles, parce que les muscles restructurent les muscles et le sang restructure le sang. Donc il y a cette idée aussi là qui est derrière. C'est vrai que les études commencent à montrer que plus de 500 grammes de viande rouge par semaine est un facteur de risque de cancer colique, par exemple. Donc, on y vient tout doucement. Oui, tout à fait. Les choses sont quand même vraiment en train de changer. On entend beaucoup plus effectivement en médecine moderne, alors qu'il y a une époque où on disait, moi j'ai appris que sans viande, pratiquement, on ne peut pas être en bonne santé, ce qui était vraiment excessif et qui n'a jamais été démontré. Maintenant, je pense qu'il y a pas mal d'études qui montrent que les végétariens ont plutôt une moyenne plus prolongée, plus longue. Il y a le cancer colique ou même sur certaines maladies cardiovasculaires aussi, où ça a été mentionné. C'est clair que quelqu'un qui mange énormément de viande 2 fois par jour, on sait qu'il y a quand même un certain nombre de problèmes de santé qui viennent avec. Je parle d'une histoire personnelle. Moi, j'ai mon mari qui est très pita et il a tendance à cuire avec le feu de l'enfer, c'est-à-dire qu'il met tout à fond et puis ça finit par cramer une fois sur deux. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce mode de cuisson? Ne partirions-nous pas plutôt sur une mode de cuisson plus douce, plus respectueuse de l'aliment? Oui, c'est pas qu'il a trop faim quand il fait à manger. Oui, il faut que ça aille vite. Il a du pita, donc quand il faut manger, il faut manger. C'est maintenant, il faut que ça aille vite. Oui. Donc en fait, il faudrait peut-être qu'il commence à préparer à manger plus tôt. Par rapport, pour avoir la patience d'attendre que ça cuise tranquillement. Le feu va augmenter le pita encore plus si on cuit à très forte température. Mais d'un autre côté, un pita, il a du mal à attendre. Peut-être lui donner quelques plantes un peu cooling, un peu rafraîchissantes. Mais c'est vrai que ce MA323, c'est une préparation ayurvédique à base de ghee et de plantes, un peu comme une confiture, mais qui est particulièrement intéressant pour les pitas. Ça pourrait, quand ils commencent à avoir faim, puis que le repas n'est pas prêt, qu'il faut quand même attendre après, c'est pas forcément une mauvaise idée d'essayer de prendre une cuillère à café de ce produit qui va calmer un petit peu le feu digestif et qui va peut-être l'aider à attendre un petit peu plus. C'est vrai qu'un pita qui a faim, il faut manger tout de suite. Il faut manger tout de suite parce que sinon, il n'y a rien qui va. Et c'est un petit peu normal parce que le feu augmente de plus en plus, donc ça le brûle, c'est très inconfortable pour lui et ça le met encore plus en déséquilibre. Donc, quand il y a un pita à la maison, il faut manger à l'heure. Sinon, il y a une autre petite technique très simple. 1 heure avant, lui faire boire un peu d'eau tiède, enfin de température ambiante. Tu vois, un verre ou deux, le temps que ça soit passé quand même pour le repas. Mais tout de suite, ça calme le feu et il peut aborder le repas plus tranquillement. Mais pour ce qui est du mode de cuisson, vaut mieux une cuisson lente, une cuisson rapide? Qu'est-ce qu'on peut dire aux patients? J'aime bien les cuissons lentes parce que on maintient les saveurs, on maintient les principes actifs, les nutriments, les vitamines, tout ça. Donc plus la cuisson est douce et lente, et meilleur sera l'aliment et plus il y aura de richesse dans l'aliment. Toutes les cuissons, genre cuisson à la cocotte minute et tout ça, c'est en Ayurveda, on n'y pense même pas. Les cuissons micro-ondes, c'est pareil, on n'y pense même pas, parce que c'est très destructeur. La cuisson à la cocotte minute, si vous regardez, la couleur des aliments change. C'est vrai. Pour dire à quel point il y a des nouvelles molécules qui sont formées et qui sont pas du tout digestes et pas du tout bonnes pour la santé. Donc la cuisson à l'étouffée, un feu doux, est très très bien. Il y a même des modes de cuisson à 60-70 degrés qui sont longues, mais ça donne, nous on a un appareil comme ça te donne une saveur et un goût exquis et ça cuit pas trop. Parce que l'autre problème de la cuisson rapide, c'est que souvent on cuit trop, on dépasse un stade. Donc, de nouvelles molécules qui se forment avec une cuisson excessive, rapide et excessive. Et ça, on déconseille ça en Ayurveda. Il faut vraiment la cuisson. On sent que l'aliment, il est cuit, mais il n'est pas effondré au niveau de la structure. Et au niveau de la saveur, on sent vraiment que même si on met pas d'épices, on sent vraiment le goût de l'aliment. On peut faire éventuellement aussi, c'est faire cuire à la vapeur et puis préparer à côté du ghee et des épices. Et puis, chacun rajoute la quantité qu'il lui faut. Ça permet aussi dans une famille où il y a des besoins différents d'ajuster les choses. C'est quand même quelque chose qu'on retrouve énormément, c'est l'utilisation des produits surgelés ou congelés. Parce qu'on n'a pas le temps de faire les courses, donc on fait tout d'un coup, on a des restes. Alors on a déjà parlé des restes, on est bien conscience. Et du coup, on surgèle, on congèle tout, comme ça, c'est plus pratique. Sauf qu'il n'y a plus de prana. Quand tu laisses longtemps un aliment dans le congélateur, le prana s'en va. Ce qui fait que l'aliment donne de la vie, donne de la vitalité. Ce que disait Sophie,
en parlant des viandes qui se dégradent. C'est la même chose avec les légumes. Les légumes ou n'importe quel plat préparé, si tu le laisses dans le congélateur, le souffle de vie, l'énergie de vie qui est dans l'aliment va disparaître, et ça va commencer, même à un niveau très, très, très subtil, à se dégrader. Et puis aussi, ça dépend de la qualité de l'aliment quand on le met dans le surgelé. Je pense que la qualité, par exemple, de quelqu'un qui a son jardin, qui va surgeler lui-même quelque chose, est moins mauvaise que quelque chose de très industriel, éventuellement déjà préparé, qui va être mis au surgelé, puis il y a juste à réchauffer au micro-ondes, qui là est vraiment une façon de s'alimenter qui est loin d'être idéale. Faut que ça reste l'exception, en fait, ce genre de situation. On achète quelque chose de déjà cuisiné et qu'on va juste réchauffer. Au moins, si on doit utiliser du surgelé, plutôt utiliser des aliments bruts et finaliser le plat soi-même. Ça évite d'avoir trop d'additifs, etc., qui sont inclus dans les aliments. Entre un produit surgelé et une conserve, est-ce que le froid, c'est pas encore plus destructeur de prana ou au contraire Dans les conserves, c'est cuit à très haute température, enfin à haute température. La couleur des aliments change dans les conserves, et la structure aussi est effondrée. Donc effectivement, le prana dans les conserves, il y en a très très peu. Le surgelé, moi je dirais quelque part, est peut-être un peu mieux si on doit mettre une catégorie que la conserve. Surtout si c'est pas un dépannage et puis ça reste pas très longtemps dans le congélateur, ça c'est acceptable. Et après, il y a la conserve dans l'aluminium, la conserve dans le verre. Il y a beaucoup de différences de qualité, mais en général, on sent bien. Si on se sent vraiment satisfait et heureux après le repas, c'est en général bon signe. Mais plus les aliments vont être transformés, plus on s'éloigne d'une nourriture saine du point de vue ayurvédique. En fait, c'est même le premier conseil que donnait le Vedya Raju, dont on a parlé plusieurs fois. S'il y a une chose qu'il faut faire, c'est éviter tout ce qui est transformé, prendre des aliments de base et puis cuisiner soi-même. C'est plus important que le fait que ce soit surgelé, c'est encore plus important. On parlait justement de la pizza bien rouge, bien piquante pour un pita, et tout de suite ça me fait rebondir sur l'histoire des couleurs. Est-ce qu'on peut dire que par exemple tout ce qui est blanc va augmenter kapha, tout ce qui est rouge va augmenter pitta, ou rien à voir? Alors, les couleurs, c'est comme les saveurs en Ayurveda, c'est très très important. D'abord, tu approches de la cuisine, tu as les saveurs. Donc les saveurs donnent une information au cerveau qui va commencer à déclencher le processus digestif. Il va préparer les enzymes qui les odeurs, tu voulais dire? Les odeurs, pardon, oui. Et la couleur, c'est la même chose. Quand on regarde un plat, s'il est tout un petit peu uniforme comme ça, voilà, on fait une drôle de grimace. Et alors que s'il y a des petits morceaux de paprika, s'il y a des petits éléments de couleur, des couleurs un petit peu vives, un petit peu chaudes, tout de suite, hop, le désir de manger, le plaisir de manger, il s'active et le feu digestif s'active. Donc les couleurs jouent un rôle important pour donner l'information au système digestif, comme les odeurs. Et puis après, on a vu les saveurs tout à l'heure, comme les saveurs aussi. Je sais pas si on peut dire que le vert qui est normalement la couleur qui apaise le vata. Ouais. Le vert, c'est très apaisant. Alors, c'est logique, à la fin de l'hiver, la nature est plus verte, les feuilles vert clair, etc. Ça apaise le vata qui est beaucoup monté pendant l'hiver. Donc ça, ok, on comprend. Maintenant, si le vata mange beaucoup de choses vertes, qui est moins nourrissant, etc., s'il mange presque que des légumes verts, il risque d'avoir encore plus de vata. Donc, je suis pas sûre, à moins que Dominique, tu me contredises, mais je suis pas sûre qu'au niveau alimentaire, ça marche tant que ça. Ou alors, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Parce qu'en fait, pour un vata, il peut manger, bien sûr, de la verdure, surtout si c'est des légumes verts cuits. Mais pas trop quand même, parce que c'est léger. Et c'est presque un peu trop léger si on ne mange que ça pour un vata. Où pousse la plante? Est-ce qu'elle pousse dans le sol ou est-ce qu'elle pousse à l'extérieur du sol? Les plants qui poussent à l'extérieur prennent de la chlorophylle, donc sont plutôt verts et ont plutôt tendance à être légers. C'est léger, toutes les feuilles de carbe, par exemple, ou le haricot vert, ou voilà, sont beaucoup plus légers et effectivement ont tendance à augmenter vata. Mais moi, dans mon idée, c'était un plat coloré avec du jaune, du rouge, etc. Pour un vata, il lui faut de la couleur, quoi. Le vert ira, ce que dit Sophie est très juste, le vert ira mieux pour pitta, par exemple, ça va être un petit peu rafraîchissant, ça va être un peu cooling. Et c'est des couleurs qui vont plutôt apaiser. Mais en général, le fait que le plat soit coloré, globalement, ça stimule le feu. Ça stimule, ouais. D'accord.
Mais c'est très très juste ce que disait Sophie, c'est qu'il faut faire très attention si c'est les racines, par exemple, les racines ne vont pas être recommandées pour CAFA. Racine égale terre, parce que ça renvoie à quelque chose dont on n'a pas encore parlé, c'est que l'alimentation est liée au dosha, mais elle est liée aussi aux éléments. De même que les doshas sont liés aux éléments, par exemple, l'élément feu est lié à Pitta, et l'élément air, espace, est plutôt lié à Vata. Et donc, tout ce qui pousse dans l'air et dans l'espace, qui est plutôt dans l'air et dans l'espace, va augmenter Vata. Tout ce qui pousse dans la terre et dans l'humide va plutôt augmenter Kapha. D'accord. C'est ce qui explique en fait que, alors je reviens sur l'histoire des couleurs, que l'alimentation indienne ayurvédique, elle est très colorée en fait. Elle a cette espèce d'explosion de couleurs, parce que ça va jouer justement sur le feu digestif et l'activer en fait. Jusqu'à un certain point, puisque en Inde, et c'est pas toujours de la nourriture ayurvédique, c'est même souvent pas, ils vont manger très piquant et ils ont des problèmes de déséquilibre de pitta encore plus prononcé que chez nous. Il faut pas confondre en fait la nourriture indienne et la nourriture ayurvédique. Et la nourriture ayurvédique. Un peu comme chez nous, la nourriture diététique, c'est pas forcément la nourriture traditionnelle locale. Mais qu'en est-il de l'humeur de celui qui cuisine? Ah oui, comment on sait que c'est ayurvédique? Donc, ce que disait Sophie est très intéressant, c'est ayurvédique, ça veut pas dire indien. Ayurvédique, ça veut dire en accord avec les lois de la nature, avec les lois de la vie. Donc, ça peut, n'importe où dans le monde, même une cuisine africaine, ça peut être ayurvédique. Une cuisine amérindienne peut être ayurvédique si elle est en équilibre et si elle amène quoi? En fin de compte, en in fine, la joie. La joie quand on voit le plat, la joie quand on mange le plat, la joie quand on digère et la joie tout au long de la journée, dans la nuit, le lendemain, etc. Et pour moi, c'est vraiment le critère. Une bonne alimentation, ça doit apporter de la joie. On doit être heureux, quoi. Et c'est pas juste un plaisir. C'est très différent du plaisir. Un bon plat gastronomique, après, c'est pas ayurvédique. Dans la Charaka, il dit ça. L'alimentation, c'est la source de la vie. C'est la source de la vitalité, de la clarté mentale. L'alimentation, si on résume, c'est vraiment le premier médicament en fait. C'est aussi une petite phrase de la Charaka, ça dit ça. Il dit l'alimentation, lorsque l'alimentation est juste, à quoi servent les médicaments? Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de médicaments, c'est l'alimentation. Ah oui. C'est ce que disait Hippocrate, en fait, on retrouve la même idée. Et comment on peut adapter son alimentation quand on est complètement déséquilibré en fait? Parce que je vois bien, les gens ils me disent je suis speed, je prends des plats surgelés, je fais des choses faciles, je fais des pâtes avec du fromage râpé, comment on peut essayer d'améliorer les choses? Peut-être quelquefois juste en changeant une chose ou deux, ça peut déjà faire une énorme différence et puis on avance petit à petit, on se sent mieux, du coup on a plus d'énergie, du coup on est plus motivé pour cuisiner. Donc on n'est pas parfait, et puis dans une vie hyperactive, on sait bien que même on est loin de la perfection souvent, mais ça peut être, oui, vraiment, par exemple pour un vata, pour qu'on reprenne cet exemple, manger à heure régulière va déjà faire une vraie différence, et manger chaud et boire chaud. Ouais. Plutôt que de systématiquement prendre une salade, qu'est-ce que je peux faire de chaud? Déjà, on va se sentir mieux. Et entre les repas, continuer à boire chaud en quantité modérée, ça peut être une des façons assez simples de déjà changer quelque chose. Pour un pitta, on peut déjà donner quelques idées d'éviter de manger trop piquant, par exemple. Juste ça. Et déjà, il se sent mieux parce que souvent, les gens très pitta, c'est bien rare qu'ils n'aient pas de problème au niveau d'acidité, de brûlure d'estomac. Donc, ils vont tout de suite sentir que oui, je me sens quand même mieux si je mange moins épicé. Puis un kapha, je vais commencer par lui dire peut-être de manger léger le soir, d'essayer au moins le soir d'alléger son alimentation. Donc ça peut être une façon de commencer, ça peut être des fois juste un changement, et des fois on voit franchement la différence. Parce que si on cherche à être parfait dès le premier jour, avoir toute la liste de tout ce qui est bien, chacune des personnes de la famille, parce qu'en plus évidemment tout le monde n'a pas les mêmes besoins, pour compliquer encore les choses, là c'est clair que en général les gens ils abandonnent très vite, parce qu'au bout de quelques jours on se dit c'est pas possible, je n'y arrive pas. Mais on peut toujours améliorer quelque chose, et assez simplement. Et sinon, si c'est trop compliqué, ils finissent tous au McDo. Donc, oui. Ça marche pas. Moi, au début, je sais que j'ai commencé dans cette avec une glace en dessert. Avec une glace en dessert. Moi, les premières consultations, je donnais une liste toute faite, Vata, Pitta, Kapha. Oui. Et alors, les gens, ils me disaient, dans la famille, on a ça, ça, ça. Alors, je donnais différentes listes. Alors, les gens, ils commençaient, ils affichaient dans la cuisine. Puis, ça restait affiché dans la cuisine, mais il n'y avait rien qui se passait. Donc maintenant, je vais plutôt dire une chose, peut-être juste une seule chose.
en essayant d'être le plus près possible du besoin de cette personne. C'est ça, ouais. Voir quelle est sa Et priorité, c'est là ce que qu'elle est une prête à changer, ouais. consultation, un diagnostic par le pouls va pouvoir amener quelque chose de plus. Parce qu'on va vraiment dire la chose qui va faire vraiment la différence. Et ça, vraiment, ça marche. Est-ce que pour un pitta qui peut avoir un feu digestif quand même important le soir, on va lui conseiller un repas léger ou au contraire, il faut quand même nourrir son feu digestif? Pitta, il ne doit pas sauter de repas. Pas sauter de repas. Pas sauter de repas, hein, pour un pitta. Ce qu'on peut lui donner comme petit conseil, c'est de pas manger trop tard. Ouais. Il a faim le soir, de pas manger trop tard, et puis s'il peut éviter les protéines le soir, hein, plutôt céréales, légumes, ça va le satisfaire, ça va bien le nourrir. Et puis si toutefois vraiment il a tendance à manger beaucoup le soir parce que voilà, il a faim, puis il sent l'après-midi et qu'il a un peu faim, un petit goûter. Ah oui, d'accord. Il aura moins faim, ça va apaiser le feu, puis il aura moins faim le soir. Ouais, tout à fait, puis d'éviter tout ce qui est très piquant le soir, et typiquement le verre de vin le soir. Oui. Ah oui. C'est pas idéal parce que ça monte le pitta, Non. l'acidité dans la nuit. Du coup, ils ont plus faim, plus vite. C'est pas vraiment le moment idéal. D'accord. Et vous disiez le cumin, c'est bon pour les pittas, mais j'avais cru entendre aussi que le cumin, c'était bon pour l'ama. Est-ce qu'on peut dire que le cumin est bon pour les 3 doshas? Le cumin est assez tridoshique et surtout, c'est vraiment le mangeur d'ama, le mangeur de Ouais. toxines. C'est vraiment celui Ouais. qui va améliorer la digestion en réduisant l'accumulation de la mauvaise digestion dans le tube digestif. C'est vraiment bien pour ça. Ouais. Alors on y va pareil, à petite dose, hein, faut pas y aller trop fort. On y va à petite dose sur les doshas. Mais moi, souvent, ce que je donne, c'est on commence par une cuillère à café dans 1 litre d'eau, on fait bouillir pendant 5 à 10 minutes, puis on boit des petites gorgées dans la journée. D'accord? On peut en boire un petit peu après le repas, mais jamais des grosses quantités. Et puis on voit comment on se sent avec. Faut pas aller trop vite non plus, parce que s'il y a beaucoup d'amas, les gens vont sentir de la nausée, vont pas se sentir bien, Ah ça oui. va commencer à nettoyer trop vite. Donc on y va à D'accord. petites gorgées, que ce soit confortable, puis on va sentir plus léger, plus léger, plus léger, au fur et à mesure. Cure de cumin C'est est très bien. bien pour les gens qui ont des problèmes de ballonnement. Ok. Mais qu'en est-il de la diète? J'imagine que pour un vata, Le jeûne, le jeûne. Je veux dire le pardon, jeûne, le mais jeûne, oui, Ah le oui, jeûne, le excuse-moi, le jeûne, hein. jeûne. La question du jeûne en Ayurveda, c'est si naturellement la personne n'a pas faim et elle se force pas à ne pas manger, c'est juste que bah, elle n'a pas faim. À ce moment-là, c'est ce qu'on appelle un jeûne naturel. Hein, souvent chez les kafa ou les gens qui ont beaucoup d'amas, donc ils peuvent sauter un repas ou 2 ou 3, mais jamais faire un jeûne forcé en Ayurveda, surtout chez les vatas. C'est souvent les vatas qui veulent absolument être je peux leur clair, faire plus. lumineux, léger, etc., etc. Et alors le jeûne, c'est complètement fou, c'est hors de propos. Chez un Mais pita, c'est chez un hors de pitta, j'ai propos. envie de dire, là, Chez un c'est pas pita, c'est possible. hors de propos. C'est hors de propos. Ouais, Ça déséquilibre ouais. complètement. Ils se retrouvent après des jeûnes. Moi, j'ai suivi parce que ayant une formation de naturopathe, on est dans un circuit où il y a beaucoup de gens qui vont faire des jeûnes, hein, des jeûnes marche et randonnée, des jeûnes avec différentes activités. Et derrière, j'en ai vu en cure après, en cure ayurvédique. Il faut reprendre derrière. Hein. Tu as des gros Ouais, problèmes de brûlure, des inflammations partout. Chez les pitas, c'est une catastrophe. C'est vraiment une ouais. catastrophe. Voilà, c'est dans les textes ayurvédiques, on a vu les grands textes, hein, Charaka, Sushruta et puis Ashtanga Vidaya. Il y a un autre texte où ça parle d'alimentation, et moi j'aime beaucoup ce texte-là, c'est la Bhagavad Gita. Dans la Bhagavad Gita, il est mentionné à un moment donné que le yoga, alors le yoga, qu'est-ce qu'on entend par yoga dans la Bhagavad Gita? Le yoga, c'est l'éveil de la conscience. Hein. Ça veut dire unité, hein, yuj, unir. C'est l'idée d'unité, c'est-à-dire de trouver à l'intérieur de soi, au niveau le plus profond, au niveau le plus fondamental, ce niveau d'unité, ce niveau de paix, ce niveau de bonheur infini qui est au-delà de l'activité mentale, qui est à un niveau beaucoup plus profond, là où la pensée s'arrête, où le silence s'approfondit de plus en plus. Et à cet endroit-là, donc ce niveau de yoga, il n'est pas accessible pour les gens qui mangent trop, ni pour les gens qui ne mangent pas assez. J'aime beaucoup cette idée parce que c'est vraiment la notion d'équilibre. Donc là, on parle d'un yoga qui est plus profond que le hatha yoga, qui comprend l'hatha yoga, mais qui comprend aussi la capacité à transcender. On a parlé de la méditation transcendantale. Donc c'est cette idée d'aller au niveau le plus profond, vraiment à la source de soi. Et là,
Si on a trop mangé, eh ben, c'est difficile. Et si on n'a pas assez mangé, c'est aussi difficile. On l'a tous expérimenté. Expérimenté. On l'a tous Super. expérimenté, oui, c'est vrai. Ouais, c'est clair. On a revu quelques petits points qu'on avait déjà abordés plus Mm. tôt, donc c'est bien, comme ça permet aussi de réintégrer, d'aller un peu plus loin. Donc, Il y a juste voilà. une dernière phrase pour motiver les gens à bien manger. Dans la Charaka, il n'existe pas de maladie sans lien avec l'alimentation. Il n'existe pas de maladie sans lien avec l'alimentation. C'est puissant hein, comme propos. Ça en dit long sur le fait que la pathologie est vraiment, c'est dans l'assiette qu'elle commence, hein, avec ce qu'on mange et comment on mange. Ouais, donc l'alimentation, c'est vraiment le premier médicament, mais c'est aussi le premier déséquilibre, hein. Et c'est ce qui, ouais, c'est ce qui amène À la source La source du à la déséquilibre. source des du équilibres. déséquilibre. Bonsoir, bonsoir à tous. On se retrouve pour cette cinquième séance. Donc, on a vu dans les précédentes séances que notre vie se déroule au sein même de la conscience. Et en ce sens, on dit au sein même de la conscience, et on peut dire tout est à l'intérieur, si on peut dire intérieur, de la conscience. Et en ce sens, on peut dire que tout est conscience, hein, quel que soit ce que l'on observe, que l'on entend, que l'on voit, hein, tout ce qui est expérimenté n'est que fluctuation de la conscience. La conscience, pardon, peut-être, ouais, ça y est. J'ai représenté par une petite flèche en bas, là, le, voilà, faut bien symboliser les choses. La conscience est consciente de sa propre réalité. Et on a vu que ce mouvement, cette capacité de la conscience à communiquer à l'intérieur d'elle-même, on lui a donné le nom de vata. Et que la capacité de la conscience à discriminer, à analyser, à, comment dire, passer d'un état à un autre état selon un processus de transformation, ça on l'a appelé pitta. Et que la qualité de synthèse, la capacité à réunir, à mettre ensemble les différents aspects de la conscience, ça on l'a appelé kapha. Et bien sûr, on parle de ce niveau hein, qui est non manifesté de la conscience. Et dans le dernier cours, ce qu'on a vu dans le dernier cours, c'est que vata, pitta et kapha se manifestaient à travers des cycles. Hein, on a parlé des cycles de la digestion, des cycles de la journée, des cycles de l'année et des cycles de la vie. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est rentrer encore un petit peu plus dans la densification de la conscience et on va voir comment, suivant qu'on est plutôt Vata ou plutôt Pitta ou Kapha ou Vata Pitta, Kapha Vata, etc., on peut être influencé parce que tout ce que l'on absorbe. Et dans ce sens, on peut dire tout, c'est-à-dire tout est nourriture dans ce sens, hein. Les perceptions, ce qui nourrit les sens, etc. Puis on va s'attacher particulièrement à à l'alimentation, hein, à voir tout ce que l'on mange et comment tout ce que l'on mange, tout ce que l'on boit peut à la fois nous constituer et puis en même temps nous déséquilibrer ou nous équilibrer. OK. Donc voilà. Donc je vous souhaite un bon appétit et puis on va demander à notre ami Jean-Yves s'il veut bien passer la vidéo. J'ai vu qu'il y a pas mal de questions. Voilà. Alors, la première question, c'est de Pierre Azan. Faut-il éviter les épices sous forme de poudre, donc sèche, en cas de déséquilibre Vata, ou peut-on compenser en ajoutant une bonne dose de ghee, huile, c'est-à-dire l'onctuosité?
Tu veux répondre, Sophie? Oui, je peux répondre. De toute façon, en général, les épices, le plus souvent, on les met dans le ghee, on les fait chauffer dans le ghee. Donc, le côté sec ne joue pas beaucoup, puisque de toute façon, il y a le ghee qui est une substance graisseuse. Donc, je pense que ça pose absolument aucun problème de faire d'utiliser des poudres. Après, si on veut vraiment avoir le maximum d'effet d'un épice et le maximum de goût aussi, ce qui est le plus efficace, c'est de prendre l'épice. Bon, on parlait tout à l'heure du cumin, par exemple, mais ce serait pareil pour beaucoup d'autres. On les réduit on prend enfin, on les réduit soi-même en poudre. Alors, par exemple, pour le cumin, ce qu'on peut faire même encore mieux, c'est qu'on le fait revenir dans une poêle à sec, on le fait un petit peu griller, et puis après, on le moule, on l'écrase pour faire la poudre soi-même. Et à ce moment-là, c'est un épice qui est en graines qu'on transforme en poudre. Et c'est lui qui va vraiment donner le maximum d'effet. Ce qu'utilisent les Indiens, par exemple en Inde, quand on prend du lassi au cumin, il y en a partout dans toutes les rues. C'est souvent comme ça qu'il est préparé. Et ça garde plus les saveurs, ça rend plus les saveurs. Il y avait une petite technique pendant qu'on est sur ce sujet qui consistait à dire, on commence d'abord par faire revenir les graines, puis ensuite tout ce qui est à base de feuilles ou de tiges, Mhm. et ensuite les poudres. Et les poudres, c'est vraiment, on les met dans le gui et il faut surtout pas que on commence à avoir une petite fumée qui s'élève là. Donc ça va très très vite. On prépare ce qu'on va mettre dans ce rassam, dans cette préparation. Tout de suite, on le prépare et on le met dessus parce que la poudre, ça part très très vite, hein. Donc il faut, et l'intérêt du gui aussi, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est que ça permet d'exhaler les saveurs. Ça fait sortir, ça fait émerger, ça épanouit les saveurs des épices, hein. C'est l'intérêt du gui. Alors, je suis Vata et prendre du gingembre pour augmenter la digestion. Si j'ai bien compris, ce n'est pas bon. Alors, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? On a dit en petite quantité. Si le gingembre en petite quantité peut chauffer légèrement Vata et le rééquilibrer, mais en petite quantité et pas sur des longues périodes, hein. Je sais pas ce que tu en penses, Sophie, mais Oui, c'est vrai que c'est une question de quantité. Et un peu de gingembre, au contraire, c'est très bien pour les Vata parce que ça va les réchauffer, ça stimule leur métabolisme. Donc, aucun problème pour utiliser un peu de gingembre frais en faisant la cuisine. Maintenant, si on prend quelque chose qui a vraiment énormément de gingembre frais ou encore plus beaucoup de gingembre en poudre, ça va finir par déséquilibrer. Mais c'est vraiment en excès parce qu'un peu de gingembre, il n'y aura absolument aucun problème. Au contraire. il me semble que les personnes avec déséquilibre Vata doivent éviter de manger du poisson et fruits de mer, d'ailleurs. Pourquoi? Moi, j'ai pas ça à ma connaissance. On peut manger des fruits de mer chez Vata. La question va se poser pour Pitta, mais pour Vata, j'ai pas cette connaissance comme quoi il faut pas manger de poisson, de fruits de mer, parce que c'est quand même un petit peu acidulé. Le poisson, il y a un peu d'acidité. C'est des protéines, il y a un petit peu acide. D'ailleurs, chez Pitta, quand tu manges trop de poisson, on recommande pas. La seule chose recommandée pour Pitta, ce sont les crevettes. C'est la seule chose, fruits de mer et poissons, c'est la seule chose qui est recommandée pour Pitta. Donc Pitta, faut pas manger trop de poissons, ça donne beaucoup, beaucoup de feu. Et surtout peut-être les poissons de mer. Tout ce qui vient de la mer va monter davantage le pitta parce que c'est plus salé. Donc pour les gens pitta, moi je conseille plutôt les poissons de rivière ou de lac. Et bah, juste pour ramener un élément, quand tu parlais des fruits de mer, bah, les fruits de mer, c'est pas dans la catégorie des choses sadviques. Ils se nourrissent d'aliments morts. En fait, ils filtrent, tous ces crustacés vont filtrer toutes les toxines et donc ils se nourrissent de choses qui peuvent être toxiques ou d'aliments morts. Donc, c'est pas du tout dans la catégorie des choses sadviques, mais vraiment dans la catégorie des choses tamasiques. Donc, ouais. Alors, pourtant, les poissons évoluent en environnement aquatique, humide, à l'inverse de Vata qui est sec. Bah oui, on a répondu. Euh, ok. Alors, et les viandes blanches, est-ce qu'elles sont plus digestes? Toujours cette absence de prana?
alors qu'il est plus facile d'avoir des poulets frais. Oui, c'est ça, hein. Effectivement, si vous allez à la ferme d'à côté chercher un poulet, que la fermière vous le prépare et que vous le cuisez le midi, même le lendemain, vous avez encore beaucoup de prana au niveau de l'animal et on n'a pas vraiment commencé encore ce processus de dégradation dont parlait Sophie. Donc effectivement, plus c'est fait, comment dire, la durée, enfin le temps entre le moment où l'animal est préparé et le moment où on le cuit, plus c'est court et meilleur c'est. Et la viande Euh, blanche est plus digeste, enfin plus facile à digérer que la viande rouge, ça c'est sûr. Alors d'ailleurs, il y a une préparation, je me souviens, Vedia Vyas, qui était venu en France là, lors d'une assemblée où il y avait beaucoup de gens qui s'étaient réunis pour méditer. Et il avait donné à beaucoup de gens, parce que quand même, dans les gens qui méditent, beaucoup sont végétariens. Il avait dit, il faut il faut faire de la soupe de poulet. C'était très amusant parce que les gens se regardaient, ils disaient, tu te rends compte, il m'a dit qu'il fallait manger de la soupe de poulet. On n'a pas mangé de viande depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et en fait, ça visait quelque chose de très important, c'est que comment dire, ces soupes de viande, on voit ça dans toutes les cultures, c'est extrêmement bénéfique pour le système immunitaire. Donc, quand quelqu'un a une faiblesse du système immunitaire, souvent, c'est ce qu'on donnait en convalescence, hein, d'ailleurs, et on a ça dans toutes les cultures. Le fait de faire bouillir de la viande avec les os, et ça renforce le système immunitaire. Alors, dans les plats cumin, plutôt en poudre ou en graines? Ça dépend de la vikriti, je suppose. Si fort déséquilibre vata, évitez la poudre car sec. Ah oui, c'est Pierre qui dit ça avec vous. Bon, je trouve qu'on a un peu répondu hein, quand même à Oui, on ça. a déjà répondu. C'est pas très important en fait, mais si on veut le maximum, moi je conseille vraiment ça, c'est de faire revenir un petit peu les graines à sec, puis les écraser. L'Ayurveda nous dit qu'il ne faut pas, pardon, recuire, réchauffer les aliments déjà cuits. Ah, et pourquoi? Et qu'en est-il de l'eau? Peut-on réchauffer l'eau déjà bouillie qui a refroidi? Alors, on a un truc qui s'appelle rasam. Par exemple, vous avez fait des légumineuses et puis un riz le midi, et puis il vous en reste pour le soir. Les légumes, bon, dans notre culture, ça va encore, il fait pas très très chaud. En Inde, on évite parce que du midi pour le soir, voilà. Enfin, disons, prenons l'exemple du riz et du dal. Si vous avez ça, la façon de faire réchauffer, c'est de faire ce qu'on appelle un rassam. C'est-à-dire, vous faites revenir des épices dans le ghee, vous mettez un bouillon, vous mettez de l'eau, vous faites une sorte de bouillon et vous mettez votre nourriture dedans. Donc, c'est une façon de ne pas le faire recuire, mais de le réchauffer et de le rendre digeste parce qu'il a peut-être perdu un petit peu de son prana. Et ça, vous réactivez le prana en mettant des épices, en faisant ce fameux rasam. C'est une recette du docteur Raju. Donc, c'est sympa quoi, à faire le soir. Et pour l'eau, tu veux répondre, Sophie? Peut-on réchauffer de l'eau déjà bouillie qui a refroidi? Pourquoi pas? Je pense que c'est pas un gros problème. Elle a moins besoin d'être rebouillie. Ça dépend depuis combien de temps aussi elle est refroidie. Si c'est juste qu'elle vient de refroidir, qu'elle est encore un peu tiède, je crois que ça va. Il n'y a pas besoin de la faire recuire. Mais si elle est vraiment trop refroidie, que ça fait longtemps qu'elle a bouilli, bon, moi personnellement, je la ferai quand même rebouillir pour pouvoir la boire chaude. Hmm. On leur donne de la mie, hein. Hmm. L'Ayurveda nous dit pardon, quels sont les grands textes qui parlent d'alimentation que tu as cités, Dominique? Alors, dans les textes, on en retrouve des propos dans la Charaka. On a dit la Bhagavad Gita, mais la Bhagavad Gita, c'est juste un ou deux propos comme ça, un ou deux versets qui parlent de la nourriture. Mais sinon, il y a Charaka. Il y a des versions françaises de la Charaka. On a un petit peu aussi des choses dans Sushruta et puis dans Hridaya. On a un petit peu dans tous les grands, les textes de base, on a des choses sur l'alimentation. Dans Charaka, c'est là où il y a les descriptions de toutes les viandes, les viandes d'antilope et tout ça. C'est assez amusant de plonger là-dedans. Charaka Samhita. Y a-t-il une durée à respecter pour la cure de cumin dans l'eau? Oui, la tisane de cumin. Mhm.
Non, bah, je te laisse répondre parce que je sais pas, Ouais. moi j'ai jamais donné de cure de cumin. Ah oui, moi je fais beaucoup ça. J'adore ça, les cures de cumin. Donc en fait, ça dépend de la physiologie, ça dépend de l'encombrement. Ce qu'on disait tout à l'heure, on commence tout gentiment, on ne fait pas des décoctions avec trop de graines. On commence par une petite cuillère à café, 1 litre d'eau, bouillie 10 minutes, et puis on prend des petites gorgées tout au long de la journée. Ça peut être pris aussi en petites gorgées à la fin du repas, ou un petit peu pendant le repas, mais pas des grands verres pendant le repas. Et si on est cafard avec beaucoup d'amas, effectivement, ça peut durer longtemps, jusqu'à temps qu'on sente la légèreté et qu'on retrouve la joie. Et si dès qu'on a commencé à retrouver la joie, à ce moment-là, on peut prolonger un petit peu, 8, 10 jours. Chez Vata, ça va beaucoup plus vite en général. C'est-à-dire que s'il y a un petit peu d'amas, assez vite, la cure de cumin fait son effet, puis hop, on retrouve un bon équilibre, on retrouve de la joie, on sent que ça digère bien, un bon transit, et les ballonnements disparaissent. Pareil, on prolonge un petit peu 1 semaine. Chez Pita, c'est moins courant, l'ama Pita, bien que, mais on utilisera peut-être cumin et curcuma pour Pita. On va rajouter un peu de curcuma avec le cumin parce que le cumin peut avoir un petit côté chauffant si on en prend trop longtemps. Donc ça sera moins long chez Pita parce qu'il retrouve vite son feu digestif. Et puis pareil, on prolonge un petit peu dans quelques jours. Alors, pouvez-vous me redire où trouver l'huile de sésame mûrie à Paris? Alors ça, je n'ai ni parisien ni l'un ni l'autre. Je pense que Sophie, donne une idée. Mais Bah, moi non, je sais pas à Paris. Si vous me demandez en Suisse, je peux vous dire où, mais, mais à Paris, je ne sais pas. il n'y a pas de En parisien général, c'est dans les magasins parmi vraiment vous? ayurvédiques. Il doit bien, on pourrait imaginer qu'à Paris, il y a bien quelque part de l'huile de Oui. sésame mûrie. À Violaine, tu sais pas où il y a de l'huile de sésame mûrie à Paris? Il y a Non, même des pas du tout. cliniques. Je peux pas être aidante à cet endroit-là. Je savais même pas qu'il fallait prendre de l'huile de sésame mûrie. Je viens de... Sinon, On commence sinon par. si vous avez un bon thermomètre, c'est assez facile à faire avec un thermomètre culinaire, hein, des petits thermomètres pique, qui servent à piquer les aliments là. Et vous montez la température à 103, 104 degrés et vous éteignez le feu. Et en général, ça continue tranquillement jusqu'à 108 degrés. Et là, c'est parfait. Hein, ça va bien. Mais arrêtez-la avant 108 parce que sinon, elle va continuer à monter. Hein. Surtout si on fait 1 litre. Ça peut s'enflammer et enflammer la maison. Voilà. On a tous une belle Quand même, expérience en il faut être public. vraiment vigilant. Alors, puis-je utiliser l'huile de ricin pour soigner une sécheresse des yeux liée à la chimio? Moi, j'ai l'expérience là-dessus. Tu as une expérience là-dessus, Moi, Sophie? j'ai l'expérience avec le ghee, en fait, Avec pas le avec ghee. l'huile de ricin. Le ghee Moi, j'ai marche l'expérience très avec l'huile de bien, ricin. Pardon. ça c'est Hmm. sûr. L'huile de ricin, je sais pas. Ouais. On peut faire comme on fait avec le ghee, mettre une petite goutte d'huile de ricin dans l'œil. Très, très bien pour les cataractes, par exemple. Hein. Et là, effectivement, s'il y a sécheresse, ça peut être intéressant, mais on peut essayer alterner ghee ricin, par exemple. Hein, s'il y a un problème de cataracte, on commence à avoir un petit voile, le ricin peut être précieux. Hein, une petite goutte top, dans le coin de l'œil le soir. Alors, Chalazion, puis-je soigner ce problème avec l'huile de ricin ou quoi d'autre? Alors là, moi, j'ai pas d'expérience avec l'huile de ricin là non plus, mais je dis pas que ça ne marche pas. Moi, j'essaye plutôt de traiter ça avec du trifala. De faire une décoction de trifala, il faut bien donc on peut prendre un comprimé de MA505 par exemple qu'on fait vraiment bouillir avec un verre d'eau, juste 2-3 minutes, c'est en général suffisant. Ça va pas se dissoudre complètement, mais ça va se réduire en poudre dans l'eau. Et là, à ce moment-là, il faut très bien filtrer, par exemple avec un filtre en papier pour le café. Et puis, il faut bien vérifier la température avant de se faire un bain d'yeux. En général, enfin, pour les yeux, il faut une température qui soit vraiment nettement en dessous de la température du corps. Donc, je sais pas, autour de 28 degrés, par exemple. On peut se baser là-dessus, puis voir un petit peu ce que ça donne. Et puis, en général, on commence par laver l'œil qui va bien, puis l'œil qui a le chalazion. Parce qu'on dit que s'il y a un problème d'un côté, en général, il y a un petit peu quelque chose de l'autre côté. Donc, on commence toujours par le bon œil avec deux. Soit on peut acheter les petits verres pour se laver les yeux qu'on trouve encore
dans les pharmacies. Soit on peut même faire ça avec une coupelle ou un verre qu'on va remplir vraiment, vraiment bien jusqu'en haut. On le penche un peu puis on ouvre l'œil dedans. Vraiment, on se nettoie l'œil avec. Il faut éventuellement rester en tout cas plusieurs secondes. On peut rester un petit moment. Si ça pique un peu, on arrête. Éventuellement, on continue un peu plus tard. S'il y a vraiment un chalazion, l'idéal c'est de le faire dès qu'on voit qu'il y a quelque chose, une petite boule qui se constitue, quelque chose qui n'est pas normal, ou qu'on sent les yeux irrités. Et on peut le faire au début, peut-être 3 fois par jour par exemple. Et puis petit à petit, quand ça va mieux, on réduit le nombre de fois. Moi, j'en ai traité pas mal de gens qui avaient un chalazion qui démarrait. Ça marche très bien. Mais il ne faut pas attendre quand même que le chalazion soit complètement constitué. Là, ça devient plus compliqué. Mais c'est très facile à prévenir. Par contre, quand on a déjà eu un chalazion, on sait que ça peut revenir, donc c'est bien de le savoir. Et puis dès qu'on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, hop, on se lave les yeux avec le Trifala. Là, à ce moment-là, si c'est pas vraiment développé, juste 1 ou 2 fois par jour, ça suffit, quelques jours. Et puis ça marche bien. Ouais. Enfin, là, c'est vraiment la plante pour les yeux. C'est vraiment la synergie pour les yeux, Mm. par excellence. Ouais. D'ailleurs, on peut en prendre pour la prévention. On peut prendre du Trifala le soir au coucher, s'il n'y a pas de problème de sel trop liquide. On peut prendre du Trifala le soir au coucher, ça va avoir une incidence sur les yeux la nuit. Alors, qu'en est-il de la consommation du lait d'or et du lait cardamome, notamment pour quelqu'un qui a un type Vata? Bah, excellent, hein. Le lait d'or, surtout le lait avec la cardamome, très très bien pour Vata, hein. Pour Vata, il faut quand même remettre un petit peu d'agni dans le lait, hein, donc le faire bouillir, et puis éventuellement, avec Vata, des fois on met un petit peu, tout petit morceau de gingembre et de la cardamome, c'est bien, c'est bien. La cannelle aussi, ça va bien. Le lait d'or pour Pitta, ouais, avec le curcuma, ouais, ça c'est super. Tu voulais rajouter quelque chose sur le lait d'or, Sophie? Non, je voulais juste dire qu'il fallait quand même bien faire bouillir le lait, ça le rend plus digeste. Donc, faut pas le faire ça trop vite. On peut mettre les épices, continuer à le garder, à le laisser frémir, bien mélanger, évidemment, pour pas qu'il s'échappe. Oui, pour le rendre plus digeste. Et si vraiment on a du mal à digérer le lait, on peut essayer en petite quantité avec un peu d'eau. C'est-à-dire même préparation, on met le lait, un peu d'eau, on rajoute les épices, on le fait bouillir éventuellement un petit moment, et puis on prend juste une gorgée, 2 gorgées, puis on regarde ce qui se passe. Parce que beaucoup de gens maintenant n'ont plus l'habitude de prendre du lait, et puis si dès le premier jour ils prennent un grand bol de lait, ça, en général, surtout pour les Vata, il va y avoir des ballonnements. Mais on peut se rééduquer à boire du lait, et c'est vrai qu'en hiver, quand il fait froid et sec, et qu'on a beaucoup de Vata, le lait reste quand même un aliment kapha qui peut être très intéressant. Qu'en est-il des œufs? Est-ce que c'est non recommandé et pour quel profil? Merci pour vos enseignements. Ça me plaît que vous soyez calme, tranquille dans vos paroles. Oui. Donc, les œufs, alors, je me souviens, docteur Adjou, il disait les œufs non fécondés, c'est OK. Parce quand les œufs sont fécondés, il y a une petite toxine que l'œuf produit. Alors, je ne sais jamais si c'est. Je confonds toujours avec la ptyaline, donc c'est la phtaline, ou je ne sais plus. Enfin, je vais dire des bêtises, donc je ne dis rien. Donc, il y a une petite toxine qui se crée justement pour protéger les œufs des prédateurs. La nature fait bien les choses. On avait dit, c'est même la même chose avec les germes. Quand ils n'ont pas leurs 2 premières petites feuilles, ils ont aussi cette toxine. Donc, tout ce qui est en germination se protège des prédateurs en produisant cette toxine. Donc, les œufs, c'est OK. Ce sont des œufs qui n'ont pas été fécondés. Donc, s'il y a un coq dans le poulailler, ben, ma foi, c'est pas idéal. Au Kasatmia, comme disait Sophie, on est habitué depuis la naissance à manger une chose, eh bien, on la digérera bien aussi parce qu'au Kasatmia, c'est-à-dire c'est bon par habitude. Alors, qu'y a-t-il d'autre? Y a-t-il un parallèle entre dosha et guna? Ou si oui, quel est-il? Ah, là, c'est formidable. Ça me rappelle une conférence, hein. Tu veux dire un mot là-dessus, Sophie? Moi, je te laisse commencer. Ouais. C'est tout un univers parce que, euh, effectivement, les gunas, ce sont les qualités
ce sont les qualités de ce qu'on appelle la prakriti, la nature de la nature de la vie. Hein, ce sont ces qualités, et ça, elles émergent vraiment, elles constituent la psychologie, hein, et elles vont être très influencées, ces qualités, par les aliments. De même que les doshas sont influencés par les aliments, ces qualités sont influencées. On ne peut pas vraiment mettre en relation, par exemple, kapha avec tamas, pitta avec comment dire, ah, Oui, puis, avec Rajas et Sattva avec Vata. C'est difficile. Moi, j'ai essayé pendant très longtemps d'essayer de les mettre ensemble. Disons, pour faire simple, c'est les gunas, c'est pour le psychisme et Vata Pitta Kapha plutôt pour la physiologie. Hein. Ça simplifie pour le raisonnement. Mais dans tous les cas, ce que l'on vit, ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on mange, toute notre vie va influencer en permanence les qualités du sattva rajas tamas, c'est-à-dire si on est plus dans quelque chose de très positif, très lumineux, équilibré, avec un bon sommeil, un bon rythme de vie, c'est le sattva qui va plutôt s'éveiller. Si on boit, on prend de l'alcool, si on, on prend du tabac, on fume, si on prend des épices très très piquantes, et voilà, si on équilibre, on met beaucoup de feu, on va plutôt développer comment dire, le rajas. Et puis, si on mange, comme disait Sophie, des champignons, des viandes, des aliments qui sont dégradés, des restes et tout ça, ça va augmenter notre tamas, hein, la lourdeur. Voilà, ça on appelle la lourdeur. Mais moi, personnellement, j'ai arrêté de les mettre en relation parce que je trouve que c'est mieux enfin, de les séparer, mais c'est un point de vue. Hein. Mhm. Qu'est-ce que tu en penses, toi, oui, Sophie? bah, c'est vrai que quand on a fait les cours, on a appris cette connexion pour le sattva, vata, le rajas, le côté rajasique, pitta et le côté tamasique, kapha. Alors après, on essaye de comprendre pourquoi. Peut-être que le vata, qui est léger par nature, va être attiré par ce qui élève, et puis le kapha qui aime bien le plaisir pourrait avoir tendance, quand il est déséquilibré, à se complaire dans quelque chose de plus tamasique qui apporte un plaisir immédiat. Mais c'est un petit peu, puis le raja, bon, entre les deux, le pitta entre les deux. Mais c'est un petit peu réducteur, et puis on peut avoir des tendances physiques qui vont d'un côté, mais des tendances spirituelles au niveau de l'âme qui sont complètement différentes. Donc c'est trop simpliste et ça reflète pas la réalité en fait. Mhm. C'est une façon de voir les choses. Mhm. Et ce que tu disais dans un des cours, je me souviens, qui était très intéressant, c'était l'idée que quelqu'un peut être très lumineux au niveau de l'esprit, au niveau du psychisme, et avoir beaucoup de lourdeur au niveau du corps, Mm. malgré tout. Oui, bien sûr, ça Ouais, arrive. on Et rencontre des gens l'inverse comme ça. aussi. Et l'inverse aussi. Et l'inverse aussi. Mm. Alors, le lait d'or, point d'interrogation, donc on a vu un petit peu, hein, qui est très bien Mais je pense pour peut-être la payer. personne veut une recette de lait d'or, le golden milk, comme ils l'appellent dans certains Oui. livres. Bon, tu connais, tu as Non, l'entreprise. moi je connais pas en fait exactement. C'est pas quelque chose vraiment qu'on rencontre dans l'Ayurveda, mais je l'ai rencontré par contre par exemple dans les livres de Nancy Lansdorf, qui est un des médecins maraîchers Ayurveda aux États-Unis, qui donne des recettes comme ça de lait préparé avec des épices. Et sur Internet, on trouve ça assez facilement. Il y a des différentes recettes avec des mélanges d'épices. Pourquoi pas? Moi, on trouve ça facilement sur Internet. Moi, le principe, en tout cas, c'est d'avoir du lait chaud qui a bouilli avec des épices qui nous conviennent bien. Je vous ai mis le nom de Nancy Lansdorf, j'espère que je n'ai pas fait de faute. Très très bon livre pour la médecine des dames. Elle a écrit un super bouquin pour la santé des femmes, c'est The extraordinaire. Ageless Woman, la Yes. femme sans âge. The Je l'ai pas Ageless traduit encore. On a Woman. essayé à un moment donné, mais Oui, c'est pas facile à traduire, mais c'est joli à entendre. ouais, c'est dommage, c'est un super livre. 24 carats uniquement, sinon ça marche pas. Ça c'est quoi? Ah oui, Ah, pardon. le J'ai lait oublié. d'or. Le lait d'or, Pensez oui, à oui. du lait Oui, peut-être qui a été cuit avec un morceau c'est d'or. ça. Oui, enfin, je me souviens, un Rajou quelquefois recommandait, mais c'était pas du lait, là, c'était de l'eau. Il recommandait à pas mal de personnes de laisser, par exemple, pour la nuit, une pièce d'or dans un verre d'eau et puis de boire l'eau le lendemain matin. Mais c'est pas ce qu'on appelle le lait d'or, autant que je sache. Non.
Non, c'est plus pour le système immunitaire, c'est excellent. Il me semble que c'est du lait chaud avec du curcuma, oui, c'est ça. Il y a du curcuma, mais je pense Il qu'il y y a a du autre curcuma, chose il y dans en a les doigts, d'autres, ouais, il y a un mélange d'autres d'épices. épices, hein. Mm. Mais sur Internet, vous le On trouverez trouve facilement. différentes formules. Alors, Gemma, c'est un truc qui se met devant, là. Ou en méditant, car le silence est d'or. J'adore. Pour réhydrater les fruits secs, est-ce important, eau froide ou eau chaude? Si vous le mettez suffisamment tôt, par exemple le soir pour le lendemain, l'eau à température ambiante, ça va très bien. Ça va très bien. Y a-t-il une si grande différence entre le lassi ou 2 cuillères de yaourt? Entre le lassi et 2 cuillères de yaourt, Ouais, je est-ce que... pense que le l'acier est quand même plus facile à digérer. Le yaourt a Ouais, une nature collante, alors on a toujours l'impression que c'est frais et léger à digérer, parce que c'est vrai, c'est pas très calorique, mais en fait, ça a une nature hyper collante. Donc en particulier les jours CAFA, les jours où il fait pas beau, il y a beaucoup de nuages, où il fait humide, il vaut mieux éviter le yaourt. Et si on a une digestion qui est pas terrible, vaut mieux le prendre sous forme de lassi, dans la mesure du possible. Et jamais le soir. on avait posé la question à Dr. Adjou, il avait dit House yogurt, yes. The other, no. C'est-à-dire les yaourts faits maison et mangés le lendemain, oui. Les yaourts achetés dans le commerce, non. Ça, c'est idéal, Ah, idéal. et bon, c'est sûr que bah, il est médecin ayurvédique, alors il donne le top, hein, c'est Ah normal. bah oui, ils le font. Je me souviens qu'il m'avait raconté qu'il le faisait tous les soirs, en fait. Et en particulier à la pleine lune, il le mettait dehors et à la température ambiante en Inde, c'est suffisant pour faire le yaourt. Bah, chez nous, C'est ça. ça va pas marcher. Il faut Chez nous, vraiment un système qui le maintient à 40 autour de 40 degrés pendant au moins 5 heures. ouais. Est-ce que notre constitution de naissance est notre constitution à vie, une sorte d'ADN ayurvédique, où elle peut évoluer au fil des années? Bah, il y a plein de points de vue là-dessus. Enfin, il y a différents points de vue suivant les Védias. Moi, à ma connaissance, c'est la Prakriti, c'est Jyotish, l'astrologie qui définit la Prakriti, c'est-à-dire, voilà, est-ce qu'on est plutôt dominant Vata ou dominant Pitta, etc. Et ensuite, ce qui peut évoluer, c'est la Vikriti, c'est-à-dire le déséquilibre, hein, qui peut évoluer. Mais il y a différents points de vue. Tu as peut-être un autre point de vue, Sophie, là-dessus. Non, non, moi je dis la même chose en fait. La Oui. prakriti, vraiment la prakriti de naissance, comme tu dis, c'est plutôt le Jyotish, donc le Jyotishi, l'expert en astrologie védique qui va la donner. Il la calcule en fait et il va la donner pas forcément une seule prakriti parce qu'il donne souvent la prakriti physique et puis la prakriti mentale qui est pas toujours la même. Mm. Et puis après, cette prakriti, en fait, elle va évoluer, elle va devenir la vikriti qui va être notre état d'équilibre à un moment donné. Alors, La prakriti de naissance ne bouge pas, hein, ça. elle ne bouge pas. Par contre, il y a enfin, oui, c'est cette prakriti, la prakriti de naissance, elle bouge pas, mais il y a un niveau de la prakriti qui commence à bouger, qui va évoluer, se transformer en vikriti, je pense qu'on peut Mm. dire ça. L'huile de sésame mûrie, puisque personne ne connaît l'adresse à Paris, où la commande-t-on? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si vous achetez de l'huile de sésame dans une boutique bio, par exemple, ou même dans les grandes surfaces, on en trouve maintenant en bio, et puis vous la faites mûrir. C'est très simple, c'est juste la monter à 102, 103 degrés, et puis laisser éteindre le feu, et puis laisser avaler jusqu'à 108 avec un thermomètre, tout simplement. C'est facile à mûrir. Et puis au bout de quelques temps, ou si vous le laissez trop longtemps stagner, vous recommencez un petit peu à la mûrir. Ça se fait bien. Je viens de chercher sur Internet et c'est facile à trouver en ligne. Alors je suppose que c'est l'huile de sésame dont Violaine parlait. On peut trouver en ligne, dit Violaine. Super. Alors, que pensez-vous de la levure maltée? Pourquoi pas si on veut prendre de la levure va forcément déséquilibrer le vata, hein, puisque c'est quelque chose, et c'est tamasique, puisque c'est quelque chose qui a travaillé, qui est en voie de destruction, c'est en fait un champignon. Donc ça peut aider à digérer. Maltais, pourquoi pas, ça la rend un petit peu plus amer, donc peut-être plus intéressant pour les pitas. Faut pas en abuser, puisque ça peut favoriser les ballonnements. Oui. Hmm.
Lors d'un déséquilibre Vata, pardon, quelle alternative pour satisfaire sainement une grande envie de sucre dans la journée et notamment de chocolat quand consommer? Merci. En heure Vata. Faut rééquilibrer Vata en heure Vata, Pitta en heure Pitta et Kapha en heure Kapha. Ça, c'est aidant. Et puis le chocolat, alors, je dis, par humour, hein, on avait un célèbre médecin qui a beaucoup travaillé avec Maharishi, vraiment quelqu'un de brillant. Il disait, le chocolat, c'est 1 heure dans la bouche, non, c'est 1 minute dans la bouche, 1 heure dans l'estomac, et toute la vie sur les hanches. Ceci dit, en petite quantité de chocolat, c'est certainement pas mauvais. C'est toute une Donc, question. bien Et sûr, c'est lui, beaucoup une il question rajoutait de d'ailleurs, quantité. c'est ça. Il rajoutait ce médecin, il disait, si vous prenez quelque chose, vous savez que c'est pas complètement sattvique et que ça peut un peu alourdir, vous prenez une petite gorgée d'eau chaude après. Mm. Et on Oui, finit toujours par quelque chose de sattvique, c'est quelque chose d'équilibrant et tout à comme fait une ça. gorgée ou même enfin un verre d'eau chaude après. Ça aide vraiment. Et, euh, et sinon, bah, si on a vraiment une envie de sucre, on peut aussi tester le Chyavanprash, par exemple, qui est cette pâte à base de ghee, de sucre, beaucoup de fruits et de plantes, euh, qui contient du sucre, c'est sucré, donc ça satisfait cette envie de sucre, mais ça donne pas d'addiction. Donc, en général, on n'a pas tendance à en abuser. On conseille de prendre une cuillerée 2 fois par jour. Et c'est bien rare enfin, j'ai jamais encore rencontré quelqu'un qui me disait, bah oui, mais ça revient au même, c'est comme de la confiture ou du chocolat. Quand je commence, je peux pas m'arrêter. Mais en fait, ça fait pas ça. C'est pas Voilà. addictif. Et ça permet quand même de couper ce genre d'envie de sucre. Je vous ai noté le nom hein, dans le Le Chyavanprash, ouais. Oui, c'est Chyavanprash. bien de le noter. Oui. Super. Je crois. Alors, s'il reste le petit café le matin pour Pita, c'est absolument non. Ben, disons que euh, c'est perturbant pour Pita quand même, hein, le petit café le matin. Et surtout, ça dépend. Si c'est un petit café maison, pas trop fort, qu'on aime le goût du café, voilà, qu'on n'abuse pas, ça va. Mais un café de bistrot, pour Pita, c'est sûr que Pita va augmenter. Moi, je dis ça parce que j'ai quelqu'un de ma famille que j'ai vu récemment et je sais cette personne boit du café. Et l'autre jour, je l'ai vue, elle avait les paupières rouges. Hein, mais moi, je tendance à rougir hein, dès que je parle, mais elle, c'était vraiment les paupières rouges, presque de l'eczéma, au-dessus des yeux, et puis légèrement, ça commençait sur les côtés. Et là c'est vraiment excès de pita, quoi. Et pita dans les yeux, hein, parce que le pita, il va se manifester beaucoup dans le foie, dans les yeux et dans le cœur, hein, et puis bien sûr dans l'estomac. Donc, quand vous voyez commencer à avoir des marques très très rouges comme ça dans les paupières, peut-être trop, peut-être Après, café, à éviter. juste une chose à ce sujet. Quand on en profite, qu'on prend quelque chose, on sait très bien que ça ne nous convient pas vraiment, mais on le prend tranquillement et on en profite de chaque instant à ce moment-là. C'est déjà beaucoup mieux que de le boire en vitesse, en se dépêchant, en se disant qu'on fait quelque chose qu'on ne devrait pas faire. Parce que là, à ce moment-là, on se culpabilise et finalement on crée une frustration qui va nous donner encore plus envie de toujours faire ce qui ne nous convient pas. Donc, surtout, si vous prenez quelque chose, vous savez très bien que c'est pas la meilleure chose, ben, au moins vous asseyez, vous en profitez, vous le savourez pour pas induire encore en plus un déséquilibre à un autre niveau. Shravan Prach, question sur Shravan Prach, c'est un rasagana. Hein, c'est quelque chose qui est nourrissant, qui est équilibrant pour tous les doshas et qui, par exemple, dans une période de convalescence ou une période intersaison, par exemple, on est un peu fatigué. Shravan Prach peut être précieux. Ouais. Euh, Raja Cup pour le matin. Hmm. Rajas Pourquoi Cup. pas, c'est une bonne idée en fait. On peut aussi essayer de se passer le café, puis prendre du Rajas Cup, c'est quelque chose qui est un petit peu amer. Il y a des personnes qui adorent, des personnes qui détestent, mais ça vaut le coup d'essayer. Ça a en plus un bon effet sur la santé, on dit que ça a un effet anti-radicaux libres. C'est pas du tout excitant, il n'y a pas un poil de caféine. Donc moi je conseille d'essayer, puis de voir, il y a ouais, peut-être que ça va beaucoup vous plaire, et puis finalement ça.
ça va le faire. Moi, j'ai remarqué que si on le dosait très faiblement, Mm. c'est-à-dire qu'il ne faut pas le mettre la Faut couleur pas du en mettre café. trop, oui. Mm. Ça va être beaucoup Sinon, trop c'est trop amer amer. et vous n'avez pas aimé. Mais il faut en mettre très peu et ça va donner plutôt une couleur de tisane proche d'un thé très léger, par exemple. Mais et encore, c'est presque trop coloré. Euh, mais commencez tout doucement, vous allez voir, le goût est vraiment très agréable quand quand il n'y a pas cet excès d'amertume. Ouais. Euh, alors, le Chardonnay-Pratch, ça fait dit Je pense qu'on personne n'aime l'avait chez déjà lui. fait. Ah non, le Rajas Cup, c'est le Rajas Cup, ouais. Personne n'aime chez lui. Ouais, peut-être il est trop fort. Il faut vraiment le doser très très léger, très très léger. Parce que là, à ce moment-là, enfin, voilà, c'est une expérience à tenter. Les poches sous les yeux avec, alors avec, Est-ce que c'est un déséquilibre de CAFA? Moi, je dirais, oui, c'est bien possible, effectivement, une accumulation de liquide ou de graisse sous les yeux. ouais. Ben, c'est juste sous les yeux, comme ça, c'est la zone des reins. Donc effectivement, il peut y avoir un petit peu de rétention au niveau des reins et effectivement, il y a un petit côté cafard, un petit excès de cafard. Ouais. D'ailleurs, souvent, c'est quand on a trop mangé le soir, hein. Le matin, les yeux sont gonflés, hein, paupières, sous les paupières. Ou trop salé aussi. Ou trop salé aussi. Voilà. Donc ça, c'est un indice. Les poches, ça c'est vu. Pour le lait d'or, peut-on remplacer le lait par du lait d'avoine, par exemple? Why not? C'est pas du tout le même effet. Oui, c'est Faut ça. pas s'attendre au même effet, hein. Le lait d'avoine, c'est un peu tonique. C'est très tonique, hein. Donc, le soir, moi, je serais plutôt lait de riz. Un lait de riz serait plus doux un lait d'avoine, plutôt réservé le matin, le lait d'avoine, parce que c'est quand même, vous savez, on donne de l'avoine pour les chevaux, hein, pour les faire courir, hein. Donc, c'est plus un lait qui. Mais bon, ce ne sera pas le lait d'or, hein, dans tous les cas. C'est autre chose. Mais c'est sympa, le lait d'avoine, c'est très agréable le matin. Quand on est pita, comment faire s'il n'y a pas d'appétit le soir? Ah, bonne question, celle-là. Ça, c'est rare, en fait, hein. C'est assez Le rare, mais pita a toujours faim. c'est pour ça que c'est une bonne question. Ou alors, c'est que le déjeuner de midi est pris très tard, peut-être. Euh, Un peu d'amas, je dirais, moi. On sent que il y a trop d'amas. Pita peut finir par faire de l'amas, hein, comme Kapha ou Vata, plus difficilement parce qu'il a quand même un bon pouvoir digestif, mais un Pitta, par exemple, qui est perturbé au niveau émotionnel, ou qui mange un peu trop, même s'il a un bon flux digestif, ou qui mange un peu trop gras, ou ça, il finit par faire de l'amas, hein. Et on a des fois des personnes comme ça qui venaient en cure avec un amapita. Et donc, effectivement, il n'y a pas d'appétit le soir. Donc ça, moi, je ferais une petite cure de cumin, là. Et une petite cure de cumin, cure de chaude, petite détox pour voir. Et normalement, ça devrait revenir, hein, chez un pita, chez un pur pita. À propos de l'avoine, que dit l'Ayurveda? À propos de l'avoine, ben, je sais pas. Sophie, tu as des idées sur l'avoine? sur la voie, non, je pense comme toi que ça va plutôt augmenter un petit peu le pita. Bon, beaucoup de gens, quand on parle du lait, maintenant, ils comprennent les laits, le lait d'amande, le lait d'avoine, le lait de riz. En fait, en Ayurveda, quand on parle de lait, on parle de lait animal, qui est sans doute un petit peu moins facile à transformer, mais la différence quand même, c'est qu'un lait animal, ça vient directement de l'animal. C'est pas quelque chose qui a été transformé. Un lait d'une céréale, c'est quelque chose. Il y a déjà un processus de transformation. C'est un petit peu moins directement de la nature. Donc, j'ai pas beaucoup d'expérience. Je dois dire que j'ai pas essayé. Je sais que ça devient vraiment une habitude puisque beaucoup de gens disent bon, bah, on peut pas digérer le lait animal, donc on prend les laits végétaux et comme le dit la personne, bon, le lait de vache est certainement plus lourd à digérer que le lait de brebis ou le lait de chèvre. C'est pour ça que l'Ayurveda conseille de le prendre, de toujours le faire bouillir avec les épices et éventuellement de rajouter un peu d'eau avant de le faire bouillir. Et puis il faut quand même tester la digestion. Mais si on cherche quelque chose de bien kapha,
c'est l'idée du lait, hein. C'est plutôt un lait d'origine animale. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Et quand tu parles de digestion, Sophie, moi, ça me relance sur l'idée que, en général, quand on ne peut pas digérer le lait, c'est que déjà le pouvoir digestif, il est faible. Donc déjà, il y a vraiment un travail à faire pour remonter le feu digestif. Mm. C'est qu'il y a ça probablement un petit peu trop d'amas, un peu trop de, un pouvoir de transformation qui est pas assez puissant. Parce qu'effectivement, le lait, il y a un côté CAFA dans le lait, donc c'est un aliment riche, très complet. Mais quand il y a un bon feu digestif, en général, il ne pose pas de problème. Je sais avec une personne qui est CAFA, qui commence à avoir des excès de mucosité, qui sent de la lourdeur, etc., il est clair que le lait, non, c'est du bon sens, hein. Il ne passera pas, parce que la personne, ça va la refroidir, son poids digestif étant faible et étant encombré, ben, c'est vraiment un principe ayurvédique, c'est quand il y a encombrement, on allège, et quand il y a l'excès de légèreté, on nourrit. Donc il faut regarder vraiment ce qui se passe avant de dire c'est le lait, mais je dis il faut regarder le feu. Est-ce que le feu est bon? Est-ce que la physiologie est pure, clean, suffisamment clean pour pouvoir le transformer? Alors, comment s'explique l'intolérance aux aliments riches en histamine en Ayurveda, notamment lorsque ça provoque des démangeaisons nocturnes, excès de pitta, donc, mais si faible feu digestif en parallèle? C'est C'est une bonne complexe, question. hein, les allergies. L'excès d'histamine, c'est en fait une manifestation un peu allergique, une hypersensibilité à certains types d'aliments. Oui, excès de pitta sûrement, mais il y a sûrement un déséquilibre des trois doshas dans les réactions à l'histamine. Euh, les démangeaisons, c'est un signe de kapha, hein, en fait. Hmm. Et les brûlures, plutôt pitta. Il faut faire vraiment attention à ce moment-là, ce qu'on mange le soir, c'est-à-dire vraiment être très strict sur les aliments qu'on mange le soir. Si on mange, on va dire, panchakarma, il n'y a pas de problème. En panchakarma, en fait, il y a pratiquement rien qui stimule l'histamine. Donc une nourriture chaude, cuite, style un kitchuri, avec un peu de légumes verts ou blancs. Il y a très peu d'histamine dans ce genre de repas. Et oui, le soir, il faut faire attention parce que le pitta peut être très sensible pendant la nuit. Il a tendance à monter en milieu de nuit, comme on l'avait déjà vu. Et c'est à ce moment-là que ça se dérègle. Je vous ai mis kitchuri, vous pouvez trouver sur Internet, il y a plein de recettes de kitchuri. Kitchari, on peut l'écrire, hein. Kitchuri, kitchari, Kitchuri, oui, kitchari, ouais. ça dépend Il y a plusieurs façons d'écrire. du riz et des lentilles, hein, du riz et du dalle. On utilise en général le mung dal, qui sont ces petites lentilles jaune clair sans la peau. Et on cuit moitié-moitié avec le riz, avec quand même suffisamment d'eau pour qu'à la fin, ça fasse vraiment quelque chose d'un peu comme une soupe. Puis on peut le faire plus ou moins épais, selon son appétit. Alors ça, c'est une question intéressante aussi. Si on a une constitution pitta, mais a priori pas de déséquilibre au pitta, et par contre un déséquilibre chronique en kapha, faut-il vivre sa vie en cherchant à rééquilibrer kapha en priorité? Oui, 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 et encore oui, parce qu'on va toujours vers le dosha déséquilibré, hein. On regarde quel est le dosha le plus déséquilibré, s'il n'y en a qu'un, ben, c'est facile. Donc on travaille sur ce dosha-là. Donc là, ici, on va chercher à stimuler un petit peu le feu, à nettoyer. Donc, le cumin est très bien, l'eau chaude va être très, très bien. Et puis, surtout, une nourriture beaucoup plus légère, hein, très digeste, très légère. Attention au repas du soir, on a dit, hein, très léger pour les déséquilibres CAFA. Et puis, éviter les aliments justement riches comme le lait, le fromage, tout ce qui est gras, sucré. Il faut réduire le plus possible. Et puis, voilà, aller vers des céréales plus faciles à digérer, comme le quinoa, par exemple, ou l'orge, qui est très, très bien pour réduire la faim. On a des légumes verts. Voilà, donc tout ça, ça va aider à rendre le processus. Mais je comprends, ça arrive hein, fréquemment, hein. T'as CAFA, et CAFA est pas loin derrière, et puis c'est lui qui déséquilibre. Ben après, il faut bien regarder ce qu'on mange, comment on mange, est-ce qu'on mastique bien, tout ça. Quelle est l'influence du soja et du lait de soja? Là, on a parlé déjà du lait des céréales. Bon, le soja, moi, ce Hmm. que m'ont dit les médias, c'est que ça déséquilibrait le vata. Et puis, c'est un produit qui peut être des fois ultra transformé. Hmm. Euh, de temps en temps, oui, mais pas forcément tous les jours.
Ouais, c'est ça. Et le soja inhibe un petit peu la croissance. Alors, chez les enfants, faut faire attention. Il y a des, il est reconnu pour inhiber un petit peu la croissance. D'ailleurs, dans les pays où on mangeait beaucoup de soja, ce que vous avez remarqué, les gens ne grandissent pas beaucoup, hein, en Orient. Une langue blanche signifie-t-elle la présence de toxines et que faire pour booster leur équilibre? Oui, bien sûr, hein. Tu veux répondre, Sophie, là? Bah, c'est ce que tu disais, par exemple, pour les problèmes de CAFA, c'est d'alléger l'alimentation, peut-être de cuire justement avec du ghee et des épices, des choses pas trop lourdes pour stimuler de nouveau l'acné et pouvoir mieux digérer. La langue blanche, oui, c'est quand même vraiment le signe du toxine. Donc, quand on voit qu'on a la langue blanche le matin au réveil, c'est clair il y a des choses qu'on ne transforme pas bien. Donc, c'est bien d'utiliser ce racleur de langue qu'on peut trouver quand même assez facilement et puis bien se racler la langue le matin pour au moins ne pas avaler ces toxines. C'est déjà une bonne formule. Donc, on nettoie la langue, on la racle, puis après, on se nettoie la bouche, soit avec de l'huile de sésame mûrie, puisque maintenant vous savez, vous la trouvez, ou éventuellement avec de l'eau tiède. Atlan. Vous commandez le mung dal bio à 5 kilos, par exemple. Je vais le noter. Il y a un très bon mung dal. En France, on peut le récupérer chez satnam.de. Je dis en France, c'est en Allemagne. Mais là, vous avez vraiment du mung dal à prix raisonnable, de très bonne qualité. Satnam.de. Hop. Mycose chronique que propose Ayurveda. Quel dosha déséquilibré. Alors là, on rentre, là, on est dans une consultation, là. Ouais. Là, c'est un petit peu complexe. Je pense qu'il vaut mieux en discuter Oui. individuellement avec une personne qui fait des consultations. C'est de toute façon un signe forcément que le système immunitaire n'est pas au top, mais ça peut être juste un problème d'immunité locale et c'est pas, faut pas forcément s'inquiéter pour ça. Ou alors ça peut être dans le cadre d'un autre problème plus sérieux, ça peut arriver, donc il faut regarder quand même ce qui se passe au niveau du système immunitaire. Sinon, tea tree est très bon pour ça. Oui, on peut essayer les tétris ou si c'est par exemple au niveau des ongles de pied, puisque c'est souvent là que ça se manifeste en premier. Moi, je donne volontiers le MA 634, qui est cette huile qui contient du camphre, de la menthe et de l'eucalyptus, et d'en appliquer dessus un peu tout, juste en petite quantité, uniquement sur l'ongle et éventuellement tous les jours. Il Mhm. faut être patient parce que c'est très très long à traiter. Ça s'appelle Aromap chez Pharmacie Loreto.fr. Tchoc. C'est le 634 dont parlait Sophie, hein. Oui, ça c'est celui-là qu'on trouve. Aromapi s'appelle. Ah d'accord. Ouais, ça s'appelle Aromap. Eh ben, je crois qu'on a fini toutes les questions, c'est super. Et le lait d'amande, oui. Ben, le lait d'amande, il est assez complet, assez riche, il est bien équilibrant. Il est peut-être un peu moins, mais ce que disait Sophie, c'est ça, c'est que c'est une préparation. L'idéalement, ce serait de faire son propre lait d'amande. Ben, ça, c'est pas très compliqué, hein. Et, euh, et ça serait plus naturel. Mais c'est quand même plus doux, c'est moins tonique que le lait d'avoine. Et ouais, c'est ça. Ok, ben, je crois qu'on va conclure, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose, Sophie. Non, 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 non. Ah, Donc c'est la bonne heure ayurvédique pour conclure. voilà, c'est la bonne heure véridique. Ouais, oui. Donc on va se dire à mercredi prochain. On va changer un petit peu d'espace. Là, on était dans quelque chose de plus manifesté aujourd'hui avec l'alimentation. Et on va replonger dans les choses plus profondes et plus subtiles à partir de mercredi prochain. Donc, on vous souhaite une bonne soirée, bon repos, bonne digestion Et et à très très bientôt. à bientôt.